Bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre émission des manuscrits de Mestre Raymond sur la garde de nuit. Alors, contrairement à l'annonce que vous avez peut-être reçue, à tout ce qui est écrit partout, on n'est pas là pour débriefer House of the Dragon ce soir. Ça sera demain soir, le débrief du dernier épisode. Mais pour des raisons techniques de droit d'accès au back-office de Twitch, je n'ai pas pu changer l'annonce. Donc ni le message ni rien. Donc voilà, si c'était un faux espoir pour vous que vous êtes venu pour nous regarder débriefer House of the Dragon, désolé. Problème d'organisation de ma part, je l'admets. Et revenez demain, en tout cas, parce que vous aurez le débrief de l'épisode comme toutes les semaines, ou allez sur le forum de la garde de nuit pour voir les analyses. Il y a eu le résumé de l'épisode d'aujourd'hui qui est sorti déjà. Donc voilà, tout ce qui est House of the Dragon, c'est pas du tout pour aujourd'hui. Faux espoir. Mais par contre, si vous aimez la littérature, la fantasy, sachez que on est ce soir dans notre format club de lecture qui s'appelle donc les manuscrits de Mestre Raymond, dans lequel on discute tous les mois, 2 fois par mois, de nos lectures, donc de livres qu'on a lus, qu'on prévoit en avance, qu'on lit ensemble et dont on discute ensuite entre nous. Aujourd'hui, on va être là pour discuter du tome 2 de Scholomance. Donc en plus, si vous êtes là par hasard et que vous vous êtes dit «Ah, c'est pas grave, ça m'intéresse», bah, c'est pas de chance parce qu'on discute d'un tome 2. Donc même pour quelqu'un qui arrive par hasard, c'est le mauvais timing. Si par contre vous avez lu Scholomance ou que ça vous intéresse, en tout cas, c'est une lecture que a priori on vous recommande. En tout cas, on a suffisamment aimé le tome 1 pour faire un Twitch sur le tome 2. Vous pouvez retrouver le débrief du tome 1 qu'on avait fait il y a un mois sur YouTube. On avait tous plutôt bien aimé. Aujourd'hui donc, on vous parlera du tome 2. On est avec Yoda Bonjour à toutes et tous. et Willa. Bonsoir tout le monde. Et donc moi, John, qui vais On t'a pas présenté. voilà, qui me présente Bonsoir, aujourd'hui. John. Et Bonsoir. Jean-Jean. Et donc, si le format vous intéresse, on va quand même vous annoncer les 2 prochains livres qu'on fera en août pour que vous soyez prévenus en avance, que vous puissiez les lire si vous intéressent et venir en discuter avec nous. Donc le prochain livre qu'on va faire, ça sera le 20 août. Ça sera Willa, Nympha et Namande qui discuteront de Palace tome 2. Alors Willa, est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que c'est que Palace? Oui, alors donc tome 2, vous pouvez retrouver la vidéo du tome 1 sur YouTube. Ça avait été présenté il y a quelques mois déjà. Donc ça se passe, comme on peut s'en douter au vu du titre et des couvertures, dans la Grèce antique. Et c'est un de ces titres qui revisite certains mythes. En gros, c'est, pour résumer ça grossièrement, c'est Athéna qui ourdit des plans tout en manipulant les humains comme les dieux savent bien le faire, pour récupérer son amie Pallas, qui a été maudite par Zeus, ou punie par Zeus, me semble-t-il, et emprisonnée sous la forme d'une statuette, si ma mémoire est bonne. Donc Athéna ne peut pas y accéder. Elle était dans les murailles de Troie dans le tome 1. Je vais pas trop parler du tome 1 non plus, au cas où il y aurait des gens qui l'auraient pas lu. Et donc en gros, c'est ça, c'est les complots d'Athéna en utilisant les humains, dont certains noms connus des mythes, pour essayer de récupérer son ami Pallas. Voilà. Et dans le tome 2, on va a priori croiser notamment Ptolémée. Ptolémée, c'est en Égypte. Non, croiser Prométhée dans le tome 2. Voilà. Et on parle de Troie, tout ça, donc terrain à peu près connu de la mythologie. Donc si vous vous intéressez donc à la mythologie grecque et non pas à l'Égypte antique, venez nous voir parler de Pallas tome 2 le 20 août. Voilà, donc vous aviez bien aimé le tome 1 de mémoire. Hein. Moi, j'étais pas dans le 1, mais Yoda, qui était toi, non? Non Qui plus. était là. Aucun de nous n'était là. C'était le tome Mais 1. il me semble que c'était...
Les retours étaient positifs. Oui, je crois qu'ils avaient bien aimé. Le tome 1, c'était... Attends, je peux retrouver. Dans le ventre de 3, c'était, je crois. Ninfan, Amand et Shrody qui avaient fait le tome 1, et je crois qu'ils avaient bien aimé, ouais. Oui, ils avaient bien aimé, il me semble. Et ensuite, toujours en août, à une date pas encore exactement déterminée, mais probablement la semaine d'après, donc la semaine du 27 août, on fera le tome 3 de Scholomance. Donc si vous nous écoutez aujourd'hui, qu'on vous donne envie de lire le tome 2, ou que vous avez déjà lu le tome 2, que vous avez bien aimé, et que vous voulez continuer à nous écouter parler du tome 3, eh bien, on fera ça dans un mois, comme ça on aura fini la trilogie, et on aura fini notre espèce de format estival de suite de livres. Et je vais pas... Kilo et On a enfin réussi à finir une série de livres. Et Ça on sera aura pas mal. fini une série de livres. Et je vais pas rentrer plus dans le détail de ce tome 3, parce qu'en fait on va vous parler du tome 2. Donc voilà. Donc le tome 2 de Scholomance. Alors Scholomance, qu'est-ce que c'est? Je fais le résumé. À part si Yoda... Ah oui! Oh, j'ai oublié les recommandations. Oh là là, c'est vraiment n'importe quoi ce soir. Donc avant de parler de Scholomance tome 2, on va quand même vous faire des petites recommandations. Qu'est-ce qu'on a lu ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on a aimé? Qu'est-ce qu'on peut vous recommander de lire? Et donc, c'est Yoda qui va en premier nous faire une petite recommandation. Désolé, c'est les vacances, hein, c'est l'été, voilà. C'est pas grave, c'est pareil. Regarde, pendant mes vacances à la plage. En plein sur ta tête, en plus, comme ça. Non, dans l'autre sens, voilà. Le désert des couleurs d'Aurélie Wellenstein. J'aime beaucoup Aurélie Wellenstein, j'aime beaucoup tout ce qu'elle écrit. Celui-là, ça faisait partie des livres que j'avais pas encore lu d'Aurélie Wellenstein, du coup, j'ai les emporté pendant mes vacances. Et le désert des couleurs, ça nous parle d'un petit village, en fait, qui se trouve en plein milieu d'un désert, et il est protégé du désert parce que le village est construit dans un volcan, en fait, qui le protège du sable. Parce qu'il y a un problème, c'est que le sable de ce désert, dès que les gens le touchent, ils perdent la mémoire. Et leur mémoire se transforme en grains de sable qui s'étalent dans le désert. Là, ça, c'est de base. Et en fait, ils ont un petit problème dans ce village, c'est qu'au fur et à mesure, le sable commence à monter un petit peu autour de leur volcan. Et quand même, ils se disent que bientôt, ils vont tous mourir. Et que du coup, c'est pas très, très cool, quoi. Et dans ce village, il existe en fait des humains normaux et des humains pas très très normaux. Il y a une personne en fait tout le temps qui existe, qui est l'enfant du marchand de sable, et qui est chargé de partir accompagné d'un humain du village dans le désert pour essayer de trouver une espèce de ville un peu utopique qui existerait à l'extérieur du désert, à la fin du désert, et dans lequel en fait tout le village met un petit peu l'espoir de pouvoir s'installer là-bas pour pouvoir survivre à ce désert qui avance en fait. Et donc chaque fois qu'un de ces êtres un peu spéciaux en fait part avec son humain du village, hop, ils s'en vont, ils cartographient un petit peu plus, ils avancent, et puis au bout d'un moment, ils meurent. C'est souvent, quoi, en fait. Et à ce moment-là, il y a un nouvel être un peu spécial qui naît à sa place, voilà. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils savent que l'ancien est mort et que un nouveau naît. Voilà, voilà. Et donc nous on suit l'histoire de, je n'ai pas de son nom, Kabalrai, voilà, donc le fils du marchand de sable de l'époque, qui naît et qui va partir dans le désert avec sa demi-sœur, Irae, pour avancer dans le désert, pour cartographier, avancer et trouver cette ville mythique qui se trouverait à l'extérieur du désert. Aurélie Wellenstein, elle le vend un petit peu son bouquin en disant que c'est un peu son livre le plus lumineux, parce qu'elle est quand même très très sombre en général, hein, de base. Moi, j'ai pas trouvé particulièrement lumineux pour le coup. C'est qu'au vu du résumé.
Voilà, c'est pas giga joyeux, mais il est très intéressant, un petit peu comme tout ce qu'elle écrit en fait, que je trouve très intéressant, de toute manière, parce que, bah, il y a cette notion un petit peu de mémoire, qui se perd. Il y a aussi, bah, le fait qu'on envoie un petit peu en sacrifice un petit peu quand même cet humain et son être spécial qui partent en sachant qu'ils reviendront jamais. Il y a aussi cette petite caractéristique en fait qu'en plus, cet être humain spécial qu'ils envoient est, très, très jeune parce que, il a une espèce de croissance accélérée, qui dure 3 ans humain pour que lui devienne adulte en fait. Et donc bon, c'est quand même un petit peu un enfant qui s'envoie dans le désert aussi quoi. Enfin, c'est pas hyper joyeux, et puis, bah, là pour le coup, bah, c'est ces personnages en fait qu'Abarai, a pas vraiment eu le temps de vivre et c'est quelqu'un qui était quand même, très, très plein de joie, tout ça et qu'on envoie vers cette, mort. Alors que lui il est quand même très volontaire pour partir, hein, il a envie, c'est son destin de toute manière, voilà, il est assez content de partir et sa sœur qui, est spéciale, heu, assez spéciale, voilà. Et qu'on apprend à connaître. En fait, elle est très colérique, enfin, elle a beaucoup de rancœur en elle et des choses comme ça. Hem et Kabalraï, en fait, l'accompagne puisque c'est elle qui est censée mener cette mission, parce que, bah, au fur et à mesure qu'elle avance dans le désert, elle perd sa mémoire et lui doit lui réapprendre, en fait, tous les soirs à la fin de la journée, tout ce qu'elle a perdu, en fait, comme mémoire. Il doit lui rappeler des souvenirs qu'elle a pas forcément envie de se souvenir. Il y a des moments qu'elle est contente d'avoir perdu et qu'elle veut pas se souvenir. Voilà et donc bah, il y a toute cette notion de mémoire, de choses qu'on choisit d'oublier, mais en même temps tout cet espoir un petit peu, puis pas mal de relations familiales assez compliquées quand même aussi, puisque, Cal Bayraï était très voulu par sa mère puisque, voilà, c'était un peu l'élu, ça apportait la gloire sur sa maison alors que sa grande sœur, pas du tout, quoi. Enfin, elle était pas copine avec sa mère, voilà donc voilà, donc il est très bien comme livre, en effet, il est un petit peu plus lumineux que les autres, c'est très, très léger quand même, hein, pas pas bien, Pas bien la lecture joyeux, détente, quoi. Oui, mais il y a un désert, donc sur la plage, en Malgré effet, le sable, d'où le sable dans le le livre. sable est bon, le sable dans le livre, mes bouquins sont pleins de sable. Donc de toute manière, de manière générale, lisez Aurélie Wellenstein, c'est très cool, ça se lit très Mmh. facilement. Le style est très facile, vraiment, ça se lit tout seul. Moi, je recommande toujours, parce que oh, les thèmes, enfin, thématiquement, c'est vraiment intéressant. Son thème sur la mémoire, et les relations familiales est vraiment très, très cool. Ok, bah merci. Un livre léger d'Aurélie Wellenstein, oui, on n'y croyait pas trop, faut le dire, hein. Euh, Et moi j'ai une reco aussi en fait parce que voilà, j'avais oublié mais c'est pas une raison. Moi je vous recommande aujourd'hui Red Rising, donc qui est le premier tome d'une saga de SF. Une fois n'est pas coutume, j'ai lu de la SF, qui est à mon avis présenté. Enfin j'ai eu l'impression en tout cas que c'était présenté comme un peu young adulte, dans la lignée de ils font pas mal référence à Hunger Games, à ce genre de choses. J'ai trouvé que c'était quand même assez violent, assez sombre, donc bon voilà, après je m'y connais rien en marketing de livres, mais c'est pas grave. Le pitch, c'est on est dans une société extrêmement hiérarchisée dans le futur, donc ça se passe principalement sur Mars, mais de toute façon, ils ont des vaisseaux, le voyage spatial, etc. Donc c'est une société dont les dirigeants sont sur la Lune, et ils ont colonisé globalement tout le système scolaire. Ça va pas aujourd'hui, hein. Tout le système solaire. Euh, voilà. Donc, ils ont colonisé tout le système solaire et c'est une société sous forme de castes, donc qui sont liées à différentes couleurs, qui représentent donc les différents rôles sociaux et les différents métiers en fait, et qui sont, contrairement à ce qu'on a souvent dans ce genre de livres avec beaucoup de castes, là il y a carrément une dimension génétique, c'est-à-dire que les hommes ont été
en fait manipulées génétiquement, et les différentes castes sont factuellement génétiquement différentes. Donc les dorés qui sont la classe dominante sont plus grands, plus forts, plus puissants, plus beaux. Euh, les roses qui sont globalement les prostituées et rôles assimilés sont très fins, très fragiles physiquement, quoi. Il y a les obsidiennes qui sont un peu les militaires, en très résumé, qui sont eux aussi très gros, qui ont plus de doigts, qui ont une énorme masse, etc. Enfin, il y a vraiment une dimension génétique dans les castes. Euh, donc c'est assez intéressant, et on va suivre une histoire de rébellion globalement, hein. Un jeune de la classe rouge, donc qui est la classe des ouvriers de très bas niveau, qui sont un peu en fait les esclaves, quoi, locaux, qui va découvrir euh, que la société est un mensonge. Donc ça, c'est pas vraiment un spoil, parce que je pense que c'est assez clair dans tout résumé, mais on l'apprend au bout de, je pense, un chapitre, peut-être 2 chapitres. Mais en fait, les rouges euh, dont, dont fait partie Darrow, donc le héros, pensent qu'ils sont en train de s'échiner. Ils sont mineurs, donc ils sont dans les mines de Mars, et ils ont un peu une notion de sacrifice de classe, mais ils pensent qu'ils sont en train de travailler dur à la terraformation de Mars, et qui sont en fait un peu les premiers colons, et qu'ils travaillent dur, mais que c'est pour le bien de l'humanité, pour aider l'humanité à terraformer Mars. Et en fait, Darrow, à un moment, suite à certains événements, va se retrouver à la surface et à découvrir qu'en fait, ça fait quelques siècles que Mars est complètement terraformé, et que à la surface, tout le monde vit très normalement et très bien, pendant que eux sont persuadés d'être en train de trimer pour le bien de l'humanité, quoi. Et donc, suite à ça, il va s'infiltrer dans la haute société, organiser une rébellion, globalement, hein, en très résumé. Et tout ça pour dire, donc ça c'est le pitch, et j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne alternance entre les thématiques très sociales, des réflexions sur la société, sur la rébellion, mais aussi sur qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qui vient après, pourquoi on fait ça, comment on évite que derrière ça soit pas l'anarchie ou la guerre ou une autre dictature ou quoi que ce soit. Plein de réflexions comme ça, mélangées à pas mal de scènes d'action quand même, dont des batailles spatiales, dont des bastons au corps à corps. Il y a tout un moment où Darrow est dans une espèce d'université qui fait très aussi Hunger Games, Battle Royale, en fait, qui est très violente, dans laquelle les étudiants doivent survivre les uns contre les autres. Donc c'est très violent. Et l'autre point que j'ai trouvé très positif dans le livre, c'est on s'attache très très bien aux personnages, aux différents personnages. Il y a mine de rien beaucoup de personnages principaux et secondaires, et j'ai trouvé que c'est une grosse force du livre, c'est qu'on s'attache très très vite à eux. Alors pour le meilleur et pour le pire, parce que tout n'est pas toujours joyeux, surtout quand le principe toute une partie du bouquin, c'est chacun pour sa peau et tuer les autres pour survivre. Bon voilà, je vais pas vous mentir, il y a des morts parfois. Mais Oh. voilà, j'étais très triste. C'est un livre dans lequel j'ai été beaucoup très triste. Mais c'était très bien. Et il y a 3 tomes, puis d'autres livres. Alors j'ai pas trop compris comment ils s'agençaient, parce que je les ai pas encore lus, et que clairement à la fin du 3e tome, il y a globalement une fin. Donc c'était assez prévu pour être une trilogie, je pense. Mais j'ai encore 2 tomes dans ma bibliothèque, donc je ne sais pas de quoi ils parlent. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé une petite saga de SF que j'ai trouvé très sympa à lire. Voilà, et donc maintenant que tout ça est dit, qu'on a déblatéré sur nos recommandations, on va pouvoir vous parler de Scholomance, du tome 2 de Scholomance de Naomi Novik. Et on s'est pas du tout mis d'accord sur qui allait présenter Scholomance.
Donc, je propose que ce soit Willa et que comme ça, tu nous donnes au passage ton avis sur le tome 1, vite fait, vu que avec Yoda, comme on a fait le Oui. Twitch du tome 1, si on a des fidèles auditeurs et auditrices, vous savez déjà ce qu'on en a pensé. Alors que toi, Willa, il faut que tu nous fasses un peu ton pitch. Alors par contre, Willa, on ne t'entend plus. Nous ne t'entendons pas. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc Ça c'est l'été pour continue. tout le monde. Est-ce qu'on fait un bref récap du 1 du coup ou pas trop? J'imagine que si les gens sont là, c'est quand même qu'ils ont lu le 1. On va rester évasif, mais... On peut pitcher Je pense qu'on peut commencer par pitcher le concept, Ouais. ce que tu as Allez. pensé du 1, et puis après, on verra à quel moment on se met à spoiler. On spoilera probablement plus vite que ce qu'on fait d'habitude. Ça marche. Alors, la Scholomance, en fait, c'est une école pour jeunes sorciers. Si on peut un peu résumer ça comme ça. Alors, en gros, on est dans un univers donc où les sorciers existent et où les sorciers adolescents sont particulièrement appétissants pour des créatures appelées les Maleficaria, qui essaient très fréquemment de venir les bouffer. Donc, l'espérance de vie de ces jeunes sorciers étant très faible, quelques siècles avant ouais, 1 ou 2 siècles, je crois, avant le début du roman, de la trilogie, des sorciers ont décidé de bâtir une école où les jeunes à partir de 14 ans étaient aspirés jusqu'à leurs 18 ans, école censée les protéger de ces maléficaria jusqu'à ce qu'ils deviennent moins appétissants. En gros, pour résumer ça grossièrement. Sauf que cette école a quelques failles. Si vous attendez un truc du genre Poudlard avec petit hibou et grande tablée de festin et compagnie, c'est pas du tout ça. Parce que l'école, déjà, où il n'y a aucun prof, donc c'est une école auto-fonctionnelle, on va dire, qui fonctionne toute seule, a eu des dysfonctionnements, c'est-à-dire que les Maleficaria, même s'ils s'attaquent moins aux sorciers que en dehors de l'école, arrivent quand même à s'y introduire. Et ils sont particulièrement nombreux dans la salle de diplôme. Donc là où débouchent les terminales lors de leurs dernières années. Mais en gros, il y a, je sais plus ce que c'était, la moitié peut-être de chaque promotion qui se fait manger par des Maleficaria avant d'avoir eu son diplôme. Les 3/4, non? J'avais 25%. Ouais, c'était un truc énorme. Voilà, donc déjà c'est pas très fun. On est un peu dans de la survie très clairement. Quand même, avec des codes assez stricts. Ils n'ont aucun accès ils ont aucun contact avec l'extérieur, à part s'ils arrivent à faire passer des messages quand il y a des nouveaux arrivants, enfin quand les élèves de première année sont aspirés et arrivent, etc. Et puis du coup, il y a des histoires d'alliance, de stratégie interne pour tâcher de survivre. Ils se mettent pas trop sur la tronche entre eux quand même. Mais globalement, c'est pas méga fun. Et en fait, non, ils s'aident pas trop. En fait, c'est de chacun pour soi. Si ça leur apporte rien, ils vont pas aller se mettre des bâtons dans les roues. Il y a une espèce d'accord tacite en gros pour pas s'en prendre aux autres. Mais le but, c'est quand même de faire partie de ceux qui se feront pas manger. Et si ça veut dire que les autres sont mis de côté pour avoir de meilleures chances, ça se fait quoi. Et donc, dans ce charmant environnement scolaire, on suit le personnage principal, donc qui s'appelle Galadriel, qui est une sorcière dont la maman est une guérisseuse galloise très renommée et dont le papa est décédé lors de sa remise de diplôme à la Scholomance, parce que ses parents s'étaient rencontrés comme ça. Et en fait, Galadriel, qui est surnommée elle dans le roman, c'est le personnage principal narrateur. Et j'ai le plaisir de dire que c'est donc un livre à la première personne réussi. Récit à la première personne réussi, ce qui n'est pas souvent le cas. Pas toujours. Et en fait, il a été... comment dirais-je vu, il y a sa grand-mère a une vision, son arrière-grand-mère paternelle a une vision comme quoi ce serait une sorcière méga puissante, sorcière maléfique, destructrice, etc. Donc il y a cette espèce de sort qui lui est promis et qui plane lourdement au-dessus de sa tête et sur ses épaules. Et elle, du coup, un peu résignée à cette idée. Après, c'est vrai qu'elle a une affinité avec les sorts de destruction.
En gros, le roman s'ouvre, elle sort de Massive. Le roman s'ouvre, en gros, elle sort de ménage, elle reçoit que des grimoires pour réduire une foule entière en esclavage ou créer une éruption volcanique, enfin, voilà. Des trucs joyeux. Voilà, joyeux. Du coup, elle a toujours suscité spontanément l'antipathie des autres, une sorte de méfiance, même dans la communauté hippie de sa mère. C'est quelqu'un du coup qui s'est beaucoup renfermé sur lui-même et qui est forcément assez cynique et qui en plus dans ce contexte d'école où c'est du chacun pour soi n'est pas poussé forcément à révéler ses meilleurs côtés. Voilà, donc c'est très drôle par moments parce que du coup vu qu'elle est hyper cynique, elle a beaucoup d'humour, elle fait beaucoup d'humour noir. C'est assez marrant de la suivre. Donc elle est assez isolée et en fait dans le tome 1, ce qui va changer, c'est qu'elle va, par un concours de circonstances en fait, se lier d'amitié avec Orion Lake, qui lui est son total opposé. Déjà elle, alors qu'elle est très isolée, lui fait partie d'une enclave et les enclaves en fait c'est des grosses communautés de sorciers hyper sécurisées qui sont un peu comment dire la haute société ou les plus influentes du monde des sorciers. En gros, dans une enclave, on a plus de chances de survivre quand vous avez des créatures magiques qui veulent vous bouffer. Et ce gars, en fait, lui, c'est le héros de la promotion parce qu'en fait, il a une affinité pour détruire les maléficariats. Il est très très puissant, donc il a sauvé plein d'élèves. Et donc c'est un peu son pendant héroïque. Elle, ce serait la méchante et lui, ce serait le gentil sauveur. Voilà. Et donc cette relation va faire naître du coup, va faire qu'elle va être perçue différemment par les autres sorciers. Et voilà, c'est ce qui va en créer toute une nouvelle dynamique. Alors je veux pas trop parler du tome 1 du coup, mais on peut résumer en disant que ça va la pousser à s'ouvrir un peu vers les autres sorciers et à dévoiler ses compétences différemment jusqu'à ce qu'elle contribue comment on peut dire sans trop spoiler du coup, à aider les terminales à être diplômés sans qu'il y en ait trop qui se fassent manger. On peut le dire ça ou pas? Oui, bah oui, tout à fait. De Oui, de toute manière, s'ils regardent le tome 2, oui, c'est qu'ils ont lu le... Elle va contribuer, elle va réussir à se faire des amis du coup déjà, parce que c'est hyper important de former des alliances, donc ses chances de survivre vont beaucoup augmenter. Et elle va finir par contribuer carrément à la sécurité des autres élèves en fait. Voilà. Je sais pas si c'était un peu chaotique comme résumé. Non, mais globalement, voilà, c'était. De toute façon, voilà, c'était le tome 1. Est-ce que tu avais bien aimé? Moi, j'avais beaucoup aimé. Ouais, moi, j'avais adoré. J'avais adoré parce que déjà, je trouvais ça assez inventif, ce concept d'école bâtie à partir du néant pour protéger des sorciers. Mais du coup, c'est un peu le bordel parce que il y a des maléfiques. Enfin, c'est hyper cynique après, hein, concrètement. Ils t'expliquent comment ils font pour pas se faire manger, etc. Mais j'avais trouvé ça hyper inventif. Je trouve que ça se faisait hyper bien. Enfin, le style était très fluide. En plus, moi j'ai trouvé ça très drôle, même si c'est de l'humour assez noir. C'est souvent vraiment drôle parce que t'es dans la tête de elle et que comme elle est hyper cynique, tout en n'étant pas dépourvue d'humour, c'est assez rigolo. Enfin, elle a des saillies qui sont très marrantes. Et c'est cool aussi d'avoir un personnage principal qui est attachant, comme ça. Et j'avais trouvé que y avait beaucoup de personnages qui étaient chouettes et qui tombaient pas trop dans les clichés, alors qu'il y aurait quand même eu c'était pas évident de pas faire tomber les personnages dans les clichés, vu les dynamiques qu'il y a entre eux, etc. Non, moi j'avais beaucoup aimé, j'avais passé un bon moment de lecture. Et il y a quand même des enjeux, de vrais enjeux, quoi, aussi, dans l'intrigue. C'est pas juste on va à l'école. Au-delà de survivre à l'école, il y a des enjeux plus profonds et des réflexions, je trouve, sur l'individualité, le fait de faire groupe, de trouver des alliés, la répartition sociale parmi les sorciers aussi avec les inégalités que ça engendre, etc. Et j'avais trouvé ça cool. Et finalement, pour avoir relu le 2, il y a des choses qui sont glissées dans le tome 1
auxquelles on fait pas forcément attention sur le moment et qui finalement vont avoir leur importance, je trouve, plus tard dans la trilogie. Donc c'est quand même plutôt bien pensé. Voilà, pour moi. Et vous aviez bien aimé aussi, Nous, on avait bien semble-t-il. aimé aussi le tome 1, ouais. On va pas en reparler, je pense, plus que ça. On vous laisse retourner voir le replay du tome 1 si ça vous intéresse d'avoir nos avis avec Yoda. Et du coup, bah, on va passer au tome 2. Le tome 2, si je reprends le pitch, donc on va spoiler le tome 1, on va pitcher le tome 2, mais je pense qu'on va spoiler le tome 2 aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais On peut y aller. ouais. Voilà, donc on va vous spoiler aussi le tome 2. Et donc le tome 2, on arrive dans une nouvelle année et un nouveau paradigme, en fait, qui est que bah, les gens ont compris que Galadriel était puissante. Ils vont le comprendre de plus en plus, en fait, au fur et à mesure de l'année, parce elle va dévoiler, en fait, ses pouvoirs de plus en plus. Elle va aussi de plus en plus se rendre compte qu'elle a envie de sauver les gens et qu'elle veut pas en faire, enfin en avoir que pour elle, que pour sa peau. Et ça va s'étendre de plus en plus, c'est-à-dire que elle va d'abord vouloir protéger ses amis, après elle va vouloir protéger des espèces de petits gamins qui passaient par là, et après elle va vouloir protéger tout le monde. Et ça met une dynamique complètement différente, j'ai trouvé. Donc c'est mine de rien un tome 2 qui est très différent du tome 1. Voilà, j'ai trouvé que c'était très différent à la fois dans les enjeux, dans les dynamiques, dans comment chaque personnage est perçu et se perçoit, et dans ce que chacun cherche à faire. Donc c'est assez marrant, je trouve, de faire un tome 2 dans l'école qui soit aussi différent du tome 1. Et du coup, j'ai pas du tout pitché, mais Mais que se passait-il donc dans ce tome 2, s'il te plaît, Jean-Jean? Mais que se passe-t-il donc dans ce tome 2? Eh bien, dans ce tome 2, au fur et à mesure, Galadriel va dévoiler toute sa puissance pendant... En fait, c'est surtout dans la deuxième moitié, mais du coup, la première moitié, c'est plutôt de la mise en place, j'ai envie de dire. Parce que c'est surtout dans la deuxième moitié qu'elle va, pendant les entraînements, montrer qu'elle est très puissante et se dire, ben, en fait, je veux protéger toute l'école. Jusqu'à un retournement de situation qui est que, en fait, donc là, bon, je spoil le gros retournement de situation du livre, mais le moment où on apprend que, en fait, il n'y a plus rien dans le hall de graduation, et que tout le monde pourrait sortir comme ils veulent, mais que, en fait, le nouvel objectif serait de réparer l'école ou de sauver tout le monde. C'était pas du tout clair mes phrases, c'est vraiment une cata ce soir. Oui, moi j'ai compris, mais est-ce que c'est peut-être parce qu'on l'a lu? Oui, au lieu de... ils veulent pas juste faire survivre leur promo, ils décident de sortir tout le monde de l'école. Voilà, ils décident de sortir tout le monde de l'école. Et ça, c'était quand même assez inattendu. J'ai trouvé, voilà, on nous dit dans le chat que c'est pas clair du tout. Ah bon? On a bien compris. En fait, c'est que si jamais ils font sortir tout le monde, les petits enfants vont continuer à se faire attaquer en fait à l'extérieur. Donc le but c'est de faire sortir tout le monde, mais d'attirer les Maleficaria à l'intérieur de l'école et de faire sauter l'école en fait. Voilà. Voilà. Bon, ça c'est le pitch global. Je pense qu'il faut abandonner cette idée de faire un pitch. Je vous propose qu'on reprenne notre cheminement habituel de Twitch. Et donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce tome 2? Yoda, qui rigole bien. Qu'est-ce que tu as pensé de ce tome 2? Tu fais taper sur les doigts. J'ai beaucoup aimé ce tome. J'ai trouvé très drôle, en fait, au début, cette inversion de rôle entre Galadriel et Orion, en fait. Parce que jusque-là, Orion, c'était quand même un petit peu le héros de l'école. Galadriel, c'était la grosse loseuse.
D'un seul coup, elle devient un peu l'héroïne parce qu'en fait, l'école lui envoie les rares maléfiques. Je n'ai jamais su prononcer ce truc. Maléfiques. Les malais. Utilise l'abréviation. Les malais, voilà. Les malais. Les rares malais qui ont survécu, en fait, elle lui envoie sur la tronche tout sur Galadriel, en fait, qui elle, du coup, se retrouve à passer son temps à devoir combattre ces malais qui traînent, alors que Orion, le pauvre malheureux, n'a plus rien du tout, en fait, à se mettre sous la dent. Ce qui, lui pose un problème quand même aussi, parce qu'il a besoin de son mana, un petit peu quand même, ça serait cool. Et... et en fait, du coup, ça devient vraiment le gros loser qui traîne la nuit dans les couloirs de l'école pour essayer de choper la moindre fourmi qui traîne, le moindre maléfique qui traîne pour pouvoir le déglinguer. En fait, mais vraiment, il fait gros loser. Il se lave plus, il devient crade. Machin. Enfin, il est tombé de héros de l'école à juste en dessous, alors que Galadriel, finalement, elle, c'est pas qu'elle devient d'un seul coup l'héroïne de l'école, loin de là, au contraire, hein, quand même, elle a toujours des gens qui la détestent. Mais en fait, elle a son petit groupe de potes, elle a sa petite alliance, et en fait, presque, elle est heureuse, quoi. Et du coup, cette espèce d'inversion par rapport au tome 1, où en fait, c'était quand même la pauvre fille toute seule, qui avait pas d'amis, rien du tout. C'était assez drôle à voir, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome. J'ai beaucoup aimé toute cette idée, en fait. On part de Galadriel qui veut se sauver elle et ses copines, et puis finalement Galadriel qui veut se sauver elle, et puis les autres équipes qui se groupent avec elle. Galadriel qui se dit d'un seul coup, ah tiens, ouais, enfin, d'un seul coup, finalement, je vais pas sauver que eux, quoi. J'ai bien compris ce qu'il fallait faire. Si jamais on veut s'en sortir, il faut sauver tout le monde, en fait. Et cette espèce de prise de conscience au fur et à mesure est vraiment très très chouette, voilà. Donc c'est vraiment un super tome. Ça perd pas son côté drôle non plus, hein, quand même. C'est quand même toujours assez drôle, sarcastique, avec des persos qui oublient pas de se foutre un peu sur la gueule quand même de temps en temps, quoi. C'est voilà. Donc j'ai passé un super moment de lecture. Du coup j'ai mis un super smiley avec des cœurs dans l'autre sens. Voilà. Et toi, Willa, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce tome 2 ? Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Je rebondis sur ce que tu disais, Jean-Jean. Je trouvais ça chouette qu'ils arrivent, tout en poursuivant quand même l'intrigue du tome 1, à se renouveler en termes d'intrigue dans le tome 2, parce que le défaut qu'ont parfois les tomes 2, surtout dans les trilogies, c'est que c'est un peu des tomes de transition, où soit ce qui se passait dans le 1 se répète, où on est encore dans l'attente des enjeux du 3. Et j'ai trouvé ça chouette, parce qu'effectivement, je crois que ça prenait en ampleur, et ça prend même en ampleur au fur et à mesure du tome, comme tu le disais bien. Voilà, où elle commence par se dire, déjà toute la première partie où elle essaie de comprendre ce qui se passe avec l'école, pourquoi c'est la seule à recevoir les Maléficaria, pourquoi l'école lui colle 1 heure de cours tous les mercredis après-midi avec tous les petits de la nouvelle année. Et en fait, on a à apprendre du coup des choses aussi sur le fonctionnement de l'école et sur le fait qu'elle est animée d'intention, finalement, par rapport au but dans lequel elle a été conçue. Et en même temps, on retrouvait bien Galadriel dans son registre, on va dire, comme elle était dans le tome 1. Et ce qui était en germe chez elle dans le tome 1, c'est-à-dire quand même son ouverture pour autrui et son intérêt pour le bien-être d'autrui qui est développé, mais sans qu'on perde son côté sarcastique, quoi. Ça aurait été dommage, je trouve. Elle devient pas non plus toute bisounours d'un coup, mais j'ai trouvé ça assez touchant que malgré ce que semble lui réserver l'avenir, à savoir être une méga sorcière hyper dark méchante, elle est autant à cœur de vouloir bouleverser l'ordre établi, en fait, et pour sauver les gens. En fait, c'est son objectif principal, c'est de sauver tout le monde, c'est d'instituer une espèce d'égalité des chances pour tous les sorciers. Donc je trouvais ça très cool, et ça m'a fait plaisir de retrouver les personnages, de retrouver l'école, voilà, tout en assistant quand même à une montée en puissance tout au long du tome, jusqu'au twist, effectivement, dans la fin de la première partie. Donc c'était très chouette. En plus, il y avait des petites souris trop mignonnes. J'avais oublié plein de choses, mais je me rappelais des petites souris. Donc c'était chouette, on en découvre un peu plus sur l'univers, sur l'école. Non, j'ai beaucoup aimé aussi, moi.
J'ai mis un petit smiley avec des cœurs, ce qui est assez rare pour être signalé. Willa a aimé le livre, oulala. Et puis je trouve que ça c'est toujours très bien. Enfin, moi, c'est une relecture en plus, donc je trouve qu'on s'y replonge comme avec plaisir. Après, ce sera pas forcément la saga de fantasy avec le plus gros world building et le world building le plus solide, mais il y a quand même plein de chouettes idées. Je trouve ça super inventif et c'est une chouette lecture, quoi, vraiment. L'univers est fun. Je suis pas sûre que les gens veuillent être aspirés à la scholomance comme ils veulent recevoir une lettre pour Poudlard, par contre. Poudlard. Peut-être pas, non. Par contre, ça, c'est pas un objectif en soi, je pense, mais voilà. Et juste, je rebondis sur Orion. Ce qui était très drôle avec Orion, quand même, c'est que le mec, il cherche pas du tout à être un héros. Enfin, lui, tout ce qu'il veut, en fait, c'est un peu. Vous voyez les chiens, là, les border collies, les chiens qui sont monomaniaques, genre vous leur lancez la balle, ils veulent attraper la balle, la balle, la balle, la balle. Orion, c'est ça, en fait, il a un objectif, c'est tuer les malais, tuer les malais, tuer les malais. Et ça tombe bien, ça lui permet de sauver les gens, mais en fait, il s'en fout, quoi. Enfin, j'ai relu le tome 1 avant aussi, et bon, je vais pas m'attarder là-dessus, parce qu'on en reparlera peut-être plus tard, mais ça pour dire que cette personne s'en fout complètement d'être un héros, cette personne veut juste tuer des maléfiques aria, quoi. C'est sa passion. Et donc là, c'est très, très drôle la description qu'a fait Yoda, parce que du coup, c'est vrai qu'il en a plus à tuer, et du coup, il est complètement livré à lui-même. Au début du. Ah bah, il fait très drogué en fait, quoi. Oui, c'est ça, en fait. Ouais. Mais ce qu'il est, en fait, factuellement, parce qu'il a plus Ah de oui, mana. oui, Et il est, hein. pour les sorciers, c'est quand même Mm. un truc qui. Ouais, c'est pas comme de la nourriture ou de l'eau, mais c'est quand même quelque chose dont ils ont plus ou moins besoin, ou qui a en tout cas un vrai effet sur leur santé et sur leur physique. Donc. Ils peuvent rien faire sans. Oui, c'est important la mana. En plus, c'est quand même une question qui est hyper. Enfin, pour le coup, c'est un univers avec des codes et il y a des contraintes, quoi. Et la mana, ça en fait partie. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas de mana, ils peuvent rien faire. Et ça, je trouve que c'est bien présent dans le tome 1 comme dans le tome 2. C'est pas quelque chose qui est occulté par moment ou. Donc, je trouve que c'était bien fait aussi dans le côté un peu fonctionnement concret de cet univers-là, quoi. Oui, bah c'est Et un toi, univers Jean? qui marche bien. Et moi, Jean-Jean. Moi, donc j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai mis aussi le smiley de l'amour. J'ai moins aimé que le tome 1, je dirais. Parce que je pense que bah, justement ce renversement d'enjeux et de contexte en particulier sur elle m'a enlevé une partie de ce que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1, c'est-à-dire que il n'y a plus du tout ce côté planification de chaque minute, réflexion à chaque instant. Enfin, j'aimais beaucoup ça dans le tome 1, le fait que Galadriel, elle est à chaque instant en train de réfléchir à comment elle va survivre 10 minutes de plus, et comment elle va survivre un an de plus, et comment elle va réussir à sortir, etc. Et là, en Ouais, fait, la tension constante, en fait. ouais, et j'ai trouvé que, en fait, à partir du moment où elle récupère le Power Sharer, donc je sais pas comment ils l'ont dit en français, mais le truc qui lui permet Le répartiteur de mana, je crois. le répartiteur de mana, Bracelet répartiteur, je crois. Ouais. complètement au tout début, mais qui arrive quand même assez vite. Oui, très vite. À partir du moment où elle récupère ce répartiteur de mana, en fait, il y a moins d'enjeux, étrangement, j'ai trouvé. C'est-à-dire que cet enjeu d'avoir le mana n'est plus là, et c'est ce qui permet en fait à elle de passer au niveau d'après, et donc en fait d'utiliser cette fameuse magie surpuissante qu'elle nous dit depuis un tome qu'elle a et qu'elle pouvait jamais utiliser. Là, elle peut s'en servir, mais c'est vrai que ça fait bizarre, je trouve, de la voir utiliser des sorts sans réfléchir, faire ci, faire ça. Et comme en fait, il se trouve qu'elle est effectivement extrêmement puissante, j'ai trouvé qu'il y avait un peu une baisse d'enjeu de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en fait, elle est surpuissante, et maintenant, elle a une réserve de mana infinie à disposition. Et donc, bah, en fait, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Alors, il reste des limites, et qui sont beaucoup liées à cette gestion du mana, qui est que bah, elle reste dépendante du fait que les gens acceptent de continuer à lui fournir du mana, parce que elle continue à se refuser de prendre du mana sans accord, En consentement. sans consentement. Ce que j'ai trouvé très intéressant,
et ça va avec ce que vous disiez sur la construction de l'univers quand même qui est assez cohérent. C'est le moment où elle comprend qu'il y a plus les mâles dans le Graduation Hall et que en fait elle nous explique, parce que c'est elle qui nous explique tout le fonctionnement de l'univers, elle nous explique qu'en fait elle peut pas ne pas prévenir les gens et continuer à utiliser leur mana Mm. parce que ça serait plus du mana librement donné, librement consenti, en pleine connaissance des conditions, etc. Et donc rien que cette nuance-là, j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais. Dire bah en fait le C'est intéressant consentement, parce que faut c'est avoir une toutes les limite qu'elle se infos. pose elle-même en plus. Ouais, mais c'est une limite qu'elle se pose elle-même et en même temps, t'as l'impression que c'est potentiellement, enfin, on sait pas exactement qu'est-ce qui fait que du mana est de la malia ou pas. On voit bien qu'elle, elle veut Mm. pas prendre le risque et en plus, je pense que dans cet univers-là, il y a aussi le côté que si tu te dis que potentiellement c'est de la malia, ça va en devenir, vu que tout fonctionne beaucoup Ouais, comme c'est ça. intéressant aussi. Ouais. Mais du C'est coup, beaucoup ouais, dans l'intention. ouais, Mm. tout ça c'était très intéressant. Bah, de toute façon, tout ce qui est autour de l'intention et le fonctionnement de la magie, j'ai trouvé ça très Mm. intéressant. Mais du coup, ouais, ce passage où elle dit, Puis en bah en plus, fait, maintenant que j'ai compris, je suis obligé de le dire parce que sinon, je mm, je leur mens et je leur vole en fait leur mana, même si eux le rien. donnent. C'est ce genre de réflexion, je trouve ça très intéressant. Après, voilà, du coup, j'ai trouvé qu'il y avait quand même moins d'enjeux. J'ai trouvé que Orion sortait vraiment pas gagnant de ce tome. Effectivement, comme tu disais, Yoda, bon, il se balade comme un vagabond, comme un drogué en manque à la recherche des mâles, mais du coup, on le voit très peu, j'ai trouvé. Et c'est un peu un des trucs les plus fragiles sur la construction du livre, j'ai trouvé, et sur la cohérence. Tous les personnages sont quand même très cohérents dans leurs relations, etc. Et j'ai trouvé que la relation entre elle et Orion, du coup, était un peu le point le plus fragile et le truc sur lequel on nous demande le plus d'y croire et de faire confiance parce que bah on les voit très peu interagir. Les fois où ils interagissent, en plus, c'est beaucoup Galadriel qui l'envoie bouler. Lui, il vit sa vie de son côté. Et malgré tout, il se passe quand même 1 an, en fait, sur ce tome. Euh, Et du coup, j'ai trouvé que leur relation était moins crédible que dans le tome 1. Mm. C'était un petit peu mon point faible aussi, moi, de ce tome-là, c'est finalement cette relation entre les deux que je trouvais assez touchante dans le 1, parce que c'était deux persos un petit peu qui se cherchaient, trouvaient, machin. C'était enfin quelqu'un qui voyait Orion un peu au-delà de son rôle de sauveur, en fait. Et c'était pour ça qu'il aimait beaucoup Galadriel. Voilà, ça c'était plutôt intéressant. Là, dans ce tome-là, la relation est... bah, pourquoi, en fait, à un moment donné, quoi. Galadriel, elle est heureuse avec ses potes, ses copines, c'est ça comme ça. Lui, il se raccroche un petit peu par-dessus le groupe, un petit peu, en fait, comme s'il était là avant, donc du coup, bon, bah, il est là, on le garde, en fait. Mais leur relation amoureuse, même en tant que telle, m'a pas... ouais, bof. Moi, ça m'a plu, mais c'est mon côté midinette, je pense. Moi, j'ai bien aimé. Mais après, c'est un peu... Naomi Novik, j'ai l'impression que c'est important pour elle, les histoires d'amour, et qu'elle a besoin d'en mettre un petit peu dans ses romans. Enfin, je sais pas si vous en avez lu d'autres d'elle. Non. Moi, j'avais j'en lu ai La lu fileuse beaucoup, d'argent et... mais Après, j'ai pas lu celui avec les dragons, par contre, moi. ouais, bah moi j'ai Mais lu les deux celui que j'ai avec les lus, dragons, c'était... téméraire, et pour moi, il y avait, enfin de mémoire, il y avait pas trop Ouais. de notions Parce que amoureuses. moi, les deux que j'ai lus, c'est limite de la romantaisie, je crois. Enfin, franchement, j'ai lu La fileuse d'argent et Déraciné. Oui. Oui, je suis Et d'accord, mais en surtout fait, Déraciné. pour moi, ces deux-là, c'est proche c'est des réécritures de contes, en fait, j'ai trouvé. Donc Oui. c'est, Mm. Oui, c'est vrai. enfin, Donc, c'est du coup, pas du tout le même, c'est pas du tout le même ouais, registre, mais du coup, est-ce que parce qu'après, c'est vrai que leur amitié était chouette en soi. Est-ce qu'il y avait vraiment nécessité de faire basculer ça dans de la romance je sais pas. moi, c'est pas tant que ça Après, bascule de l'amitié vers la romance qui m'a dérangé. Ça, je trouvais ça assez logique.
à partir du moment où ils restaient proches et amis que ça devienne de la romance. Bon, ça me choque pas. Mais en fait, même leur relation d'amitié, j'ai trouvé que dans ce tome-là, elle était pas On le voit, ouais. construite. Enfin, on Ouais, part parce qu'elle va qu'à ses occupations et que lui il est dans son truc à errer dans l'école Ouais, donc c'est peut-être par rapport à beaucoup dans ça. l'implicite aussi, parce qu'en fait, on voit parfois, limite au détour d'une phrase, qu'en fait, il est là. Quand ils font leur truc, Oui, quand c'est ils vrai, des mangent, fois machin, il en fait, apparaît. il est Non, là. mais c'est ça, en fait, tu te dis, ah, il était là. Ouais. Ok, c'était. Mais Il ils est un peu en interagissent marge, très ouais, c'est vrai peu. qu'il est un peu en marge. C'est vrai, c'est Mm. vrai. Là où dans le tome 1, je suis d'accord avec Yodal, dans le tome 1, c'était très très intéressant leur relation. Oui. Puis ça, à tout bout de champ, elle revient à lui parce qu'il déjà dans le premier temps, il l'exaspère. Enfin, c'est toujours ouais, parce qu'elle essaie de se démarquer par rapport à lui en fait, et il vient bouleverser tous ses projets. Donc c'est vrai qu'il était assez omniprésent dans le 1 et que finalement dans le 2, ouais, je suis d'accord. J'avais pas réfléchi moi en le disant, mais c'est vrai. C'est vrai qu'en plus alors j'ai relu un passage en me disant ah mais il arrivait quand là parce que il me semblait qu'il était pas là, je l'avais pas vu arriver. Et en fait, si. En fait, il est là, mais voilà, En fait, il était là, mais il s'efface un peu. Bah, il a il est un plus, peu éteint quoi. Ouais. ouais, il a plus un très grand rôle parce qu'elle prend beaucoup de place, beaucoup d'importance, mais du coup, ça rend, ouais, je dirais que ça rendait leur relation un peu Bancal bancale. un peu. Mm. Ouais. Et par rapport à ce que tu disais de elle aussi, c'est un peu le problème. Le fait qu'elle, comme elle avait accès à un stock illimité de mana, maintenant elle était méga puissante et tout. C'est un peu le problème aussi quand tu choisis de faire. C'est toujours comment tu gères dans ton intrigue un personnage surpuissant. Parce que bon là, du coup, il y avait déjà Orion avec les Malais, mais même si on voit qu'il a ses limites, du coup, mais elle, du coup, comment tu gères ça d'avoir dans ce contexte en plus de survie, etc. Un perso hyper fort. Et c'est vrai que le fait qu'elle ait pas accès à de la mana, du coup, ça permettait de limiter. Puis là, elle fait que faire des sorts hyper impressionnants en plus pendant tout Moi, clairement, à mon sens, t'as jamais peur pour le perso avec un moment du livre, en fait, quoi. Enfin, elle est tellement forte que. Elle est très forte et c'est presque plus, en fait, sur. C'est pas sur sa survie en soi, finalement, que tu te poses tant de questions que ça. Enfin, moi, perso, c'était sur qu'est-ce qu'elle va décider d'en faire, quoi. Est-ce que finalement elle va suivre en fait ce que lui demande l'école, ou est-ce que elle va juste se contenter de faire le minimum, ou est-ce qu'elle va tout faire sauter, l'école comprise, avec elle à l'intérieur et tout le monde parce qu'elle en a marre. En fait, c'est presque plus ça en fait l'enjeu. C'est pas tant sa survie. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'elle soit perçue comme une menace par les élèves d'autres enclaves. Et est-ce qu'elle allait réussir à se faire accepter? Est-ce qu'ils allaient continuer à la percevoir comme un danger? Parce qu'il y a quand même des attentes de ça à plusieurs reprises sur sa personne. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était. Qu'elle détourne à chaque fois, mais. Presque, ouais, plus ça les enjeux. Je suis d'accord avec Yoda, j'ai jamais été inquiet pour sa survie. Mais j'ai jamais non plus été Oui, dans le 1, oui, mais dans le 2, non. Ouais, bah oui, même dans le 1, pas trop. Même dans le 1, à la limite, moi je me doutais qu'elle allait pas y passer, mais. Oui, t'es inquiet sur. Dans le 1, t'es inquiet sur à quel point elle va épuiser sa réserve de mana et à quel point elle va être dans la merde ensuite. Ouais. Là, j'étais pas inquiet sur sa survie. J'étais pas non plus en fait inquiet sur les décisions qu'elle allait prendre, parce que je trouve que c'est assez clair en fait tout au long des livres que c'est une bonne personne et qu'elle veut prendre les bonnes décisions, et qu'en fait elle est tellement obstinée que de toute façon elle va prendre ces décisions-là. Moi, je trouvais que les enjeux étaient plus sociaux, effectivement, plus sur est-ce qu'elle va réussir à convaincre les gens? Est-ce qu'elle va réussir à pouvoir prendre les décisions et pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire? Est-ce qu'elle va réussir à convaincre? Est-ce qu'elle va réussir à voilà, à ne pas Sachant qu'elle part avec se un faire handicap assassiner. en étant perçue comme une mauvaise sorcière, de toute façon. Ouais. Mais c'est intéressant du coup parce que ça reflète un peu potentiellement comment elle va être, parce que là en gros ça recrée finalement, l'école recrée un peu ce système des sorciers avec les enclavés d'un côté, les marginaux de l'autre. Enfin, c'est le reflet de la société des sorciers en miniature, quoi. Et comment elle va être perçue et acceptée à l'extérieur du coup quand elle va sortir.
Ça fait se poser la question. Parce que bon, après, bon, elle a aidé les autres, donc forcément, ça va jouer en sa faveur. Mais si déjà des élèves qui sont avec elle dans la même promo et qui pourraient tirer profit de ses capacités pour sortir de l'école sont dans une sorte de méfiance jusqu'à envisager de la supprimer, comment ça va être perçu par des sorciers adultes avec en plus les jeux d'influence et les jeux de pouvoir dans les enclaves, quoi. C'est vrai que je me suis pas du tout posé cette question en lisant. Mais maintenant que tu le dis, ouais, c'est vrai que en fait, quand elle va sortir, tu dis que tous les grands sorciers des grandes enclaves, ils vont se dire mais c'est quoi cette Comment menace? tu maîtrises une sorcière de cette puissance en plus même avec ton enclave et ton. Oui, est-ce que tu plus la petite prophétie tu de la Mémé laisses qui est alors pas que trop c'est valorisante. un risque énorme en fait. Ouais. Surtout qu'elle a comme projet quand même de saper leur autorité Oui. et leur source de pouvoir, donc Elle veut faire un gouvernement communiste. ouais. Pas sûr que tout le monde apprécie. Non. Mais du coup, effectivement, ça pose des enjeux pour le tome 3. En fait, mais je pense que du coup, en y réfléchissant comme ça refait presque de ce tome un tome de transition, en fait. Avec Oui, des enjeux, en fait, quand même des enjeux assez mineurs dans le tome, j'ai trouvé. Ils ont quand même fait exploser l'école. Ils ont quand même fait exploser C'est pas mal quand même. Oui, c'est plus à la fin que ça se précipite finalement. Ça, c'était Oui, à l'arrivée, il n'y a plus d'école quand même. Ouais. Mais c'est quoi? Oui, c'est aspirer les malais. Ouais, puisque, ouais. Oui. Ça, c'était... Après, quand même, c'est des ados qui pensent à un truc auquel les sorciers les plus puissants n'avaient pas réfléchi des générations auparavant, quoi. Ouais. Plutôt que d'enfermer les gosses dans une école où... Oui, on pourrait... C'est l'éducation à l'ancienne, tu sais. Dans l'école plutôt que les gosses. Allez, on va fermer les enfants. C'est discutable quand même le concept de départ. Je sais pas si vous l'aviez... J'ai pas eu le temps. Je voulais voir le Twitch, enfin votre vidéo, j'ai pas eu le temps. Mais j'imagine que vous l'aviez évoqué dans le tome 1. Enfin, on parle du tome 1, l'idée de on va enfermer les gosses dans une école. Il y a 25% de taux de survie, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est mieux que le taux de survie à l'extérieur. Ouais, à l'extérieur, ouais. Mais ça, elle est pas trop mal géré. Ça pourrait être bancal, un peu comme postulat de départ, mais je trouve que c'est. Ça en est plutôt bien. Ah non, le postulat était très bon. C'était très bien expliqué qu'en plus, ils invitaient finalement. Les enfants non enclavés, finalement, pour que leur taux de réussite des enclavés augmente, en fait. Quoi. Ouais, c'est horrible. La chair à canon. Voilà. Ah c'était clairement de la chair à canon, les enfants non enclavés. C'est toujours, enfin, parce que... Donc du coup, ça, c'était plutôt les points faibles du livre. On a plutôt commencé par ça. Est-ce que vous aviez d'autres points faibles à dire? Moi, pour moi, même les points faibles ne sont pas vraiment... ça m'a pas dérangé plus que ça, du coup. Je ne suis qu'amour, là, sur ce. Tu n'es qu'amour. Dès qu'il y a un héros sarcastique avec un petit cœur noir, en point fort. Je trouve que l'univers est toujours aussi... les souris. Pardon. J'ai crié. Les souris. Pardon Yoda, je t'ai coupé pour dire les souris. Vas-y, je t'en prie. Les souris, n'empêche, je les trouve intéressantes, les souris, en fait, parce que qu'elles reflètent vachement, finalement, la sorcière à laquelle elles sont attachées. Voilà. Bon. Non, j'ai rien de plus à dire sur les souris. C'est le point fort. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, si, ce petit groupe de copines, en fait, moi, je les trouve géniales, quoi. Elles sont très, très chouettes. Elles existaient déjà dans le tome 1. Dans ce tome 2, en fait, elles deviennent encore plus intéressantes. Vraiment, je trouve qu'il y a quand même un gros point fort mis sur, en fait, les filles, déjà. Enfin, de toute manière, c'est quand même très, très féminin, ce groupe. Ouais. Orion dégringole tellement que, finalement, les persos masculins sont quand même... hyper mis en valeur, quoi. Et finalement, et j'ai perdu son nom, Chloé, c'est ça? Chloé, qu'on se demandait à la fin du tome 1, est-ce que Chloé allait devenir sympa? Voilà, quoi. Elle est chou, elle, quand même, en vrai. Ouais, moi j'étais très content. Mais
Dans le tome 1, on avait dit qu'on Ouais. aimait bien Chloé Mm. et qu'on espérait qu'elle Ouais, devienne elle est sympa. chou. Donc j'étais très content qu'elle Elle fait de la rejoigne merde, leur mais elle est alliance. chou. Oui, voilà. Et non, mais donc elle confirme en fait cette forte évolution positive, comme quoi tout n'est pas foutu. Et cette façon qu'elle a en plus de croire vraiment en Galadriel, d'appuyer en son sens en fait, alors que elle a compris qu'elle entrerait pas dans son enclave, mais c'est pas grave quoi. C'est sa copine. Oui. C'est sa copse pour toujours. Voilà. Et donc, ouais, voilà, moi, ce côté un petit peu féminin, groupe de copines, tout ça, j'ai trouvé ça assez chouki. Oui, c'est toujours super intéressant. En plus, je trouve les scènes où elle est certaine qu'elle va se prendre un bash, que les gens vont pas la croire, et que en fait, en face, ses potes, elles lui disent oui, ok, je te crois. Enfin, parfois, elles ont des questions quand même, ou elles discutent, mais en fait, derrière, elles sont là. La scène, ça arrive plusieurs fois, mais en particulier la scène où t'as Chloé qui accepte de lui donner le répartiteur de mana, Répartiteur. et qui ensuite, par la suite, demande à rejoindre l'Alliance. Mais en fait, juste cette discussion où elle lui dit: «Ah bon, mais t'es attaqué, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah», et elle discute un peu, mais en fait, mais oui, je te crois, je m'interroge, mais je te crois. Il y a pas mal de scènes comme ça avec Adia aussi, où c'est super intéressant. Tout le début, en fait, où à chaque fois, elle est là, genre: «Ah, mais si vous voulez partir de l'Alliance, vous pouvez, machin», et où ses potes, elles lui disent genre: «Non, mais meuf, c'est bon, on est là, quoi». Enfin, Ferme-la, quoi. ouais. Mais en plus, c'est hyper touchant quand tu sais comment elle s'est sentie tout le temps. C'est un personnage qui s'est toujours senti hyper seul. Et c'est d'autant plus touchant, je trouve, cette relation. C'est pour ça que ça a autant d'importance aussi, je pense, parce que ça valorise l'esprit de communauté, finalement, à partir de la fin du tome 1 même. Et c'est toujours assez émouvant, ces passages, du coup, où elle est Ouais. surprise de trouver du soutien ou de l'affection. Et je trouvais ça trop mignon. Oui, ça fait partie de mes moments préférés en général, ce genre de moment. Parce que c'est Après, vraiment c'est ses chou, copines. les petits, c'est trop chou aussi, moi, je trouvais. Les petits poussins là de Oui. première année qui en plus la suivent partout et qu'à un moment là, quand je crois que c'est on spoil pas du coup, qu'est-ce qu'on avait décidé qu'on continue à spoiler. Ouais, Je pense on qu'on va a raconter des spoilé petits dès le trucs, début, ouais. on a quand même dit que l'école explosait, donc... Ouais, c'est vrai, C'est la c'est vrai. fin. J'avais oublié ce détail. Qu'à un moment, du coup, ils viennent tout juste d'arriver en plus les petits, et comme Orion, il est complètement à l'ouest, il lui glisse dans une conversation qu'il a pas. C'est son partiel d'alchimie, je crois. Enfin, il a pas rendu ses devoirs, et sauf que quand tu rends pas tes devoirs, ton devoir te poursuit dans l'école. Enfin, ça, c'est absolument génial aussi. Oui. Et du coup, que se dit merde, il faut que j'y aille parce qu'il va se faire. En plus, son devoir c'était un truc hyper costaud, quoi. Donc il allait se faire corroder ou je sais pas trop quoi. Et qu'elle arrive elle y va avec les petits qui la suivent, du coup, tels des bébés canards. Et qu'elle arrive dans la salle, en fait, sur le point d'exploser, donc elle a juste le temps de l'attraper avant que toute la salle soit remplie de fumée. Et qu'en fait, ils réussissent à sortir de la pièce, parce qu'en plus, les malais, évidemment, en profitent pour sortir. Enfin, c'est un bordel sans nom. Et qu'elle dit qu'elle réussit à sortir de la pièce, parce qu'en fait, il y a les petits devant la porte qui l'appellent. Oui, qui la guide. Elle qui sont en train, vraiment comme les bébés poussins, quoi, qui sont en train de piailler, tu vois, pour retrouver leur maman. Et du coup, elle se fait sauver par les tout petits, en fait. Et je trouvais ça trop mignon. Parce qu'en plus, il y a ce côté de personnage, ouais, mais moi j'ai un cœur noir, je suis une méchante sorcière. J'aime pas les gens, laissez-moi tranquille. C'est ça, j'aime pas les gens, je suis désagréable avec les gens. Et là, t'as les petits qui, du coup, ont pas tout l'historique d'avant en plus. Et qui sont en mode on est là. Et je trouve ça trop chou, ça. Bon, de toute façon, en plus, les petits, en gros, ils arrivent, et c'est au moment où c'est révélé que sa mère, c'est Gwen Higgins. Oui. Donc, que sa mère, ça, c'est trop drôle aussi, le contraste. Vous avez déjà dû en parler dans le 1, mais que sa mère, ce soit genre une super sorcière blanche, guérisseuse, hippie, avec des fleurs dans les cheveux, et qui aime tout le monde, et tout le monde est beau. Mais c'est bien fait aussi, parce que c'est pas juste un cliché, sa mère, je trouve. Enfin, c'est bien géré aussi. Enfin, bref, et du coup, elle a caché ça, parce qu'elle s'est dit, de toute façon, de 1, les gens croiront jamais que je suis sa fille. Et je sais plus pourquoi elle le cache d'ailleurs, parce qu'elle pense que les gens croiront pas, et qu'elle a pas envie qu'ils soient en mode mais c'est pas possible que ce soit sa fille. Ouais. Et qu'elle a pas envie qu'on lui renvoie encore au visage que c'est pas possible que ce soit sa mère, quoi. Parce que ça lui arrive déjà apparemment avant l'école. Bref. Et donc les petits, ils ont une vision neuve en fait sur le personnage, et ça c'est assez rigolo.
comparé à tous les autres qui ont besoin de changer d'avis par rapport à l'image qui s'était faite dans les années précédentes, quoi. Et Enfin, et que les... c'est Ouais. et c'est assez mignon en fait de voir que finalement c'est eux qu'elle commence par sauver en fait au début. Alors que finalement, comme elle dit, elle aurait pu enfin quand ils se font attaquer, elle aurait pu les laisser mourir. Presque personne lui en aurait voulu. Ouais. C'est dans la nature des choses de cette école où finalement tu penses d'abord à te sauver toi, après éventuellement les membres de ton alliance. Les gens que tu connais pas, s'ils peuvent rien t'apporter en retour, tu les sauves pas. Hein, voilà. Mais finalement, cette attaque au début de l'année, enfin une des premières attaques, parce qu'ils se font attaquer tout le temps dans cette salle, elle va choisir en fait de les sauver les petits. Et ça montre bien que déjà en fait à partir de ce moment-là où elle choisit de les sauver, c'est qu'elle va sauver tout le monde, quoi. Ça va être comme ça, quoi. Oui, C'est c'était un peu très bien mignon. construit en fait, et c'est ce qu'elle quand elle comprend à la fin, c'est ce qu'elle débriefe et qu'elle te montre que toute la construction était là. Et moi, ce que j'ai trouvé super intéressant par contre dans ce tome, c'est la place que prend l'école. Parce que l'école était déjà très intéressante dans le tome D'accord. 1, mais là elle devient carrément personnifiée en fait. Et on se rend compte que bon, on se doutait déjà qu'elle avait un peu une intention, qu'elle prenait des décisions, qu'elle faisait des trucs. Là, ça devient ultra clair jusqu'au moment où l'école balance des spots sur les sur les mots qu'elle veut que les gens lisent, et leur limite leur tape sur la tête quand ils font pas ce qu'elle veut, quoi. Et c'était assez intéressant de voir cette école qui devient presque un personnage assez touchant, j'ai trouvé. Ce qui fait que j'étais très triste quand ils la détruisent. Et tout Ouais. ce plan, alors un peu tarabiscoté, donc quand t'as elle qui t'explique le plan final de l'école, moi j'ai eu besoin de relire et de réfléchir de attends, quoi? Mais où en fait l'école lui a envoyé, elle a complètement manipulé depuis le début pour l'emmener vers sa prise de décision, vers le fait d'aider l'école à sauver tous les enfants en fait. Et donc de dire OK, donc d'abord tu vas sauver les petits piou-piou, ensuite tu vas sauver 15 personnes, ensuite tout le monde va se rendre compte qu'ils ont besoin de toi pour sauver tout le monde. Ensuite du coup tu vas avoir tout le mana, et ensuite je vais te faire te rendre compte que bah, t'as pas besoin de tout ce mana parce qu'il n'y a pas besoin de toi, et comme ça tu vas pouvoir te concentrer sur m'aider vraiment à ce que je veux faire. Euh, C'était un plan assez sophistiqué de la part de l'école quand même, j'ai trouvé, hein. Après, ils disent avant pourquoi l'école elle a ce plan-là qu'à ce moment-là. Parce qu'il fallait attendre qu'il y ait quelqu'un Parce d'aussi qu'elle avait puissant que besoin de elle pour pouvoir le Galadriel, en mener à fait. bien. Voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Parce que quoi, pardon? Non, parce qu'ils disent que c'est. Oui, que l'école avait besoin de. Je dis pourquoi l'école a attendu tout ce temps, et en même temps, je dis c'est parce qu'elle devait avoir besoin de Galadriel, et Yoda me le confirme du coup. Parce qu'il a qualifié de game changer à un moment, que c'est genre un sorcier par tous les 40 ans. Enfin, toutes les générations n'ont pas de sorcier assez puissant pour faire ce genre de choses, quoi. Ouais. Il me Et semble là, qu'il c'est dit le ça à fait un moment. qu'ils en aient deux, en fait, qu'il y a quand même besoin d'avoir Oui, il y a Orion Orion avec aussi. les malais, qui peut gérer les malais, et ouais. Mais ouais, moi aussi, je trouve ça trop cool que l'école se manifeste. Parce qu'en fait, dans le tome 1, c'est vrai qu'elle fait. Enfin, elle est déjà super cool, l'école, et elle fait plein de choses. Mais t'as l'impression que c'est un peu. Oui, enfin, en gros, elle a été conçue pour ça, donc elle a. Comme une espèce de, je sais pas, de machine hyper sophistiquée qui applique ce qu'on lui a demandé d'appliquer. Bon, là, certes, elle applique ce qu'on lui a dit d'appliquer parce que c'est sauver les enfants. Mais ça sort quand même de ses attributions, enfin, en termes de paramétrage des tâches. Et ça relève limite de l'intention, comme l'intention d'une personne, de dire, bah, du coup, je fonctionne pas, et enfin, ça fonctionne plus correctement, et on va faire autre chose de différent. Et... Ouais, prendre des initiatives en tout Ouais, cas. c'est assez... ouais. Moi, c'est un est devenu. Enfin, on passe au thème sur le personnage préféré parce que moi, Allez. je peux L'école, parler mon de personnage l'école. préféré. Voilà, moi, l'école en est devenu mon perso préféré en fait, quoi. Vraiment, j'ai trouvé ça super cool en fait. L'école qui, ok, elle avait déjà sa propre. Enfin, on sentait qu'elle avait
sa propre intelligence. Enfin, Mm. mais en fait, qu'elle ait tout ce plan et qu'en fait, elle fasse en sorte que ça arrive parce que elle a été créée pour sauver les enfants à la base, pour protéger les enfants, et que finalement, la seule façon de les protéger, c'était d'en arriver à Galadriel et Orion, et que tout le monde sorte en fait en même temps, quoi. Et moi j'ai trouvé l'école très intelligente avec ce plan qu'elle suit comme ça. J'ai adoré. Ouais, puis c'est Vraiment, tout le temps aussi, je trouve. Ouais. ouais. Elle a été créée pour ça et elle va aller finalement jusqu'à quand même se détruire, enfin machin, pour Ouais, se sacrifier entre guillemets, ouais. sacrifier, voilà, c'est bien sacrifié, pour que finalement les enfants y arrivent, quoi. Ouais, c'est chou. C'est mignon. Ouais. Même c'est mignon. C'est le titre de la série Scolman, ça? Dis pas de bêtises. Ouais. Donc, Je crois. ça sera Elle plus s'est là pour interrogée le sur le tome tome 3, du coup. Oui, tout à fait. Star. Même le nom est cool. Colomance. Ouais. Donc, c'est ton perso préféré, l'école de Yoda Chou? Voilà. Oui, c'est l'école, mon perso préféré. Je comprends. Et toi, Jean-Jean? À moi? Ah, Moi... pardon, tu voulais répondre à quelque chose? Non, je voulais te demander, toi, c'était qui ton personnage préféré, mais je peux te dire d'abord. Moi, pour sortir pour changer de mes persos préférés du tome 1, que je vais pas redire parce que je les aime quand même encore toutes beaucoup, c'était surtout les filles. Là, j'ai beaucoup aimé dans les nouveaux persos, j'ai beaucoup aimé Liesel, je sais pas comment faut dire. Ah oui. Liesel, sûrement, j'imagine que c'est un peu allemand. Moi, je dirais comme ça. La valédictorienne, je sais pas comment on dit en français non Ouais. plus. La meilleure élève, quoi. Mince. Qui est Comment on dit en français? La major de promo, quoi. la Ah major de voilà, promo, oui, la major. Ouais. qui m'a fait extrêmement rire en fait. C'est un personnage, j'adore ce genre de personnage ultra sec, ultra straight to the point, ultra voilà, elle est pas là pour perdre son temps. Quand elle décide des trucs, ça a intérêt à filer droit. Elle est ultra pète sec et en même temps Elle fait des tableaux sur Excel. elle fait des tableaux Excel et en même temps ultra efficace. Et qui va venir, qui va accepter la situation, qui va dire ok, donc finalement la situation c'est ça, bon bah allez, c'est parti. Ah, en fait, elle est trop forte, ok, bon bah on va faire comme ça. Ah, elle veut sauver tout le monde, bon bah ok ma belle, tu veux sauver tout le monde, mais si tu veux sauver tout le monde, il va falloir s'organiser un petit peu mieux. Les scènes où elle organise les entraînements, où elle dit ok, mais en fait, les enfants, si vous voulez qu'on fasse ça à 100, il va falloir qu'on s'organise, alors que vous rentriez d'abord, vous rentrez ensuite, ceux qui ont les plus gros boucliers, ils passent devant, vous arrêtez d'aider juste vos copains à côté, vous allez aider ce que vous faites le mieux, vous allez nous faire des petites potions pour que dès qu'il y a des gens en danger, ils deviennent rouges, pour que eux ils se préoccupent que des gens qui sont vraiment en rouge, parce que s'ils vont s'occuper de quelqu'un qui est en orange, je vais leur taper sur les doigts. Et tout comme ça, et j'ai trouvé que c'était vraiment un personnage ouais, ultra fun en un sens. Enfin, je sais pas si fun c'est vraiment le bon terme, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était un peu mon C'est personnage. intéressant, ouais, parce qu'au début tu te dis, oh, tu pourrais te dire, ah ben ça elle, ça va être la connasse de ce tome, voilà, pour qu'il y ait une espèce de némésis plus ciblée par rapport à elle. Et en fait, non, heureusement qu'elle est là. Oui. Finalement, elle pour est pas toutes du les tout dans raisons cette que tu décris. Elle accepte la situation et elle a cette intelligence-là, en fait, effectivement. Mais, De dire, ok, mais globalement, bon, bah, c'est cool que les personnages ont quand même globalement une certaine complexité, je trouve. Il n'y a pas tellement de stéréotypes. C'est pour ça que ça marche bien aussi. Parce que ça pourrait être insupportable. Ça tombait parce que ça serait facile de tomber dans les stéréotypes, je trouve, entre la sorcière dark, mais qui en fait est pas dark, qui est surpuissante et qui veut sauver tout le monde. Et enfin voilà, ça pourrait vite tourner vinaigre quand même. Et il y a quand même une chouette galerie de personnages. Je trouve que c'est un des points forts aussi. Outre l'inventivité et l'école, les personnages sont chouettes. Et c'était qui vos personnages préférés du 1 du coup? Tu disais Jean-Jean, surtout des filles. Bah, je me souviens plus trop de qui j'avais dit, mais il devait y avoir probablement Galadriel, Adia. Moi, je sais que j'aimais bien Chloé aussi. Liu, elle est touchante aussi. Moi, j'aime bien Liu. Ouais. Liu, moi, c'était Liu. Ouais, elle est chou. Mais ouais.
Toi, du coup, ça serait qui là sur le tome 2? Ouf. Moi, j'aime toujours beaucoup Galadriel. Je trouve que c'est cool quand même quand le personnage principal a un potentiel de personnage préféré. Oui, C'est pas je toujours suis le cas. d'accord. Des fois, ils sont un peu sans relief, Mm. et là, c'est pas le cas. Et alors, je suis désolée de tricher tout le monde avec mes souris, mais moi, j'ai bien aimé la souris de Galadriel, du coup. Oui. Precious. J'aime bien Precious. Déjà, je trouve ça très drôle qu'elle l'ait appelée comme ça. Dénote un certain sens de l'humour. Ouais. Et ça apportait vraiment une petite touche rigolote en plus, les interactions avec la souris. Parce que ça aussi, le compagnon, le petit animal magique, ça aurait pu être tout pété, franchement. Et je trouve que c'était bien fait de façon à ce que ça soit mignon, à ce que ce soit rigolo, mais sans que ce soit too much en mode Disney, quoi. Oui, et que ça lui correspond Donc, bien, c'est-à-dire la souris qui passe son temps ouais. à la mordre parce qu'elle passe son temps à faire de la merde. Genre, bon, allez, tu te Qui me rend reconcentres, ma riant. copine, hop là, c'est parti là. Oui, la façon dont la souris, c'est un peu tac. Mm. Je pense que la souris, elle est comme disait, elle a fait des tableaux Excel aussi. Tu vas te recentrer maintenant, là, c'est plus possible. Et ce que j'ai Donc, pas trop compris non. sur les souris, c'est du coup, ça donne l'impression qu'elles ont un peu des pouvoirs genre télépathiques ou des trucs comme ça, enfin. Ou Ouais, c'est des familiers. un sixième Elle les sens, entraîne en leur donnant. Oui, elle les Parce qu'en entraîne fait, en leur c'est donnant du Lou qui a mana. une affinité ouais. Et je pense que c'est ça doit les connecter peut-être à leur. Est-ce qu'à travers le mana, je sais pas si c'est vraiment expliqué, mais est-ce qu'à travers le mana qu'elle leur donne, du coup, ça les connecte plus ou moins à leur sorcier, ou juste ça leur donne des capacités supplémentaires par rapport à un animal lambda et ils sont capables d'empathie et comme Ouais. ils ont aussi leur instinct d'animaux, ça permet de. Ouais, je sais pas si c'est trop développé ça. Bah, je crois pas. Je trouve que c'était pas les moments les plus clairs de quelles sont effectivement les capacités de ces souris, parce que t'as des moments où t'as l'impression que elle sait ce qui s'est passé ou elle sait ce qui se passe. T'as un moment aussi où t'as l'impression que, il me semble que t'as un moment où t'as l'impression qu'il y a deux des souris qui communiquent de loin. Enfin, Ouais, ouais. Ouais, ça doit être avec le mana, mais je sais pas. Ouais, c'est vrai que ça aurait été intéressant de savoir qu'est-ce que ça leur a donné comment ça exactement fonctionne. comme capacité, quoi. Est-ce qu'on va continuer à voir ces souris dans le prochain tome? J'espère. Pas les abandonner pour sortir de l'école. Non. Donc, On veut les Pour de garder. l'autoroute. les Allez, souris Precious. en perso préf. Ouais, c'est un peu ridicule. Non, pourquoi pas, écoute. Après avoir dit oui, je trouve que c'est vachement Non, bien, il y a mais une tous belle les galerie de autres, en personnages. fait. Tous les personnages sont intéressants. Mon préféré, c'est la souris. Je choisis la souris. Non, mais je suis en train de réfléchir. Enfin, pour pas dire elle, quoi, parce que ils sont tous sympas. Mais Orion, on le voit plus trop. Moi, j'aimais quand même bien Orion dans le tome 1, mais bon. Ça peut pas tellement être un perso préféré dans le tome 2, je trouve. Parce que même s'il il est assez touchant, en plus, lui, à sa façon. Si, j'ai bien aimé aussi la petite, mais c'est pareil, on la voit hyper peu, donc vous allez encore vous moquer de moi. Soudarat, je crois. Ah oui, La sa petite, de Bangkok. qui est partie promener le chien de sa mamie, et pendant ce temps, son enclave a été détruit. Je ris, c'est pas drôle, c'est horrible, mais en gros, elle est partie sortir le chien, et quand elle est revenue, l'enclave était détruite, quoi. Ouais. Donc, elle était mignonne, elle. Mais les petits, il y en a beaucoup qui sont mignons. Oui. Non, après, c'est des persos qu'on avait déjà vus. Comme tu parles d'elle, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe finalement à l'extérieur, quoi. Ouais, Moi, il y a ça, c'est un des gros trucs aussi. On n'en a pas du tout parlé, mais. La grande question, en fait, du coup, parce que bon, cet enclave qui a disparu, quand même, c'est très très mystérieux. Ouais. Que s'est-il Ouais, passé? puis il y a des rumeurs de guerre aussi entre les enclaves. Enfin, je pense que c'est ce qui se profile surtout dans le 3, je pense. Oui. Ces questions. Ouais, mais je trouve que du coup, ça a été quand même plutôt bien amené tout au long de ce tome, finalement. Ouais, c'est bien fait. D'un seul coup, on n'y tombe pas d'un seul coup sur le tome 3. Oui, en sortant, paf, c'est la guerre. Oui, j'étais assez surprise d'ailleurs, finalement. Je faisais des films toute seule en démarrant la série, que ils sortent au bout du deuxième tome, en fait. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu dire qu'ils allaient rester 3 ans. Voilà, comme le premier tome était sur une durée très courte finalement, puisque c'était une quinzaine de jours, quelque chose comme ça, peut-être un mois, mais c'était vraiment très très court. Celui-là, par contre, c'est une année complète en fait. Alors que je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je m'étais dit 6 mois sur ce tome-là, 6 mois sur le tome d'après. Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout la même. C'est vrai que c'est pas du tout la même temporalité. Ouais, j'avais pas réfléchi. Et du coup, quand même, ça. Voilà, ça m'a un peu surprise. Je me suis dit, tiens, ils vont sortir du coup. Enfin, ils sont dehors, ça y est. Ouais.
Et probablement aussi, effectivement, parce qu'il fallait remettre des enjeux. Je vous ai perdu. Ouais. Hop, Et que va-t-il se Non. passer du coup? C'était. Ah, nous nous entendons. Ça recommence comme la dernière fois. Est-ce qu'on a vraiment besoin de lui? C'est bon, je suis revenu. L'alliance. Chacun pour soi. C'est clair. Mais du coup, oui, je suis d'accord. Oui, de remettre des enjeux du coup, parce que passer, tu penses, ouais, je pense qu'on aurait pu s'occuper par Ouais, mais ça donne l'impression qu'effectivement, c'est marrant parce que du coup, ça rebondit un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'avais pas du tout réfléchi à ces problématiques-là de la suite d'enjeux Monde pour extérieur. la suite. Ça rebondit à ce qu'on a pif dans le chat, c'était tout à l'heure, mais je m'étais dit que j'y répondrais au moment où on aborderait la suite, mais je pense que ça va être maintenant qu'on va aborder la suite, qui disait qu'il était d'accord que c'était un peu un tome de transition, mais a raison, histoire qu'il y ait déjà quelques alliances quand elle sort. Et en fait, ça m'a fait me poser la question, enfin me rendre compte surtout que je me suis pas du tout projeté sur la suite, sur ce qui allait pouvoir se passer dans ce 3e tome, alors qu'effectivement, on arrive potentiellement dans une situation un peu explosive, et on l'a vu en fait dans l'école, mais entre Shanghai et New York, qui ont l'air d'être un peu à couteau tiré, l'enclave de Bangkok qui a disparu. Là, en plus, si là-dedans, ils ont tué tous les mâles et qu'ils ont détruit l'école, ils viennent un peu foutre le bordel dans cette situation politique qu'on connaît très mal. Elle, son objectif, c'est en plus de complètement remettre à plat la hiérarchie politique. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce prochain tome? Parce que ouais, comme vous disiez, en fait, il y a beaucoup de graines qui nous sont mises, mais très subtilement, vu que c'est suffisamment subtilement en tout cas pour que moi je me sois pas du tout posé la question. Mais du coup, qu'est-ce que vous imaginez pour la suite? Ah, moi, je sais pas trop si je peux dire, parce que comme j'avais lu je sais pas pourquoi, j'avais abandonné en cours de route en plus, mais j'avais commencé à lire le 3, ouais. Ok, bon Yoda, qu'est-ce qu'on imagine pour la suite? Je sais pas trop parce qu'il y a quand même pas mal de questions encore que je me pose pour la suite. Donc, en effet, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Parce que pour eux, c'est pas qu'ils sortent en se disant que ça y est, c'est bon, ils sont sauvés, parce qu'ils le savent que l'enclave de Bangkok, il y a un souci, quoi. Mais ils sortent quand même d'un peu d'un enfer pour eux, quand même, quoi. Et je me demande si en fait ils vont pas tomber sur quelque chose de pire à l'extérieur, une espèce de guerre de sorciers ou je sais pas trop quoi. Et qu'est-ce que eux, en tant qu'enfants, parce qu'ils font quand même aussi sortir vraiment les petits, quoi, aussi ils sortent, quoi. Sur quoi ils vont tomber à l'extérieur? Moi, je me pose aussi toujours la question, en fait, du message de la mère de Galadriel que j'ai pas compris encore. Tu sais, ce truc de loin d'Orient Lake, elle lui disait de se tenir loin d'Orient. En tout cas, je pense qu'on aura la réponse plus tard, mais je trouve que ce tome-là a pas du tout répondu à cette question-là. Non. Du pourquoi elle a attendu 3 ans pour lui envoyer ce message, pour lui dire de se tenir loin d'Orion, comme ça, en fait. Il y a toujours pas cette explication. Et surtout là, en plus, que bon, est-ce qu'elle a entendu quelque chose ou perçu quelque chose? Voilà, pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Que va-t-il se passer? Suspense. J'en sais rien, je sais pas trop. C'est vrai qu'il y a ça. Orion, je me suis un peu posé la question à un moment s'il n'avait pas justement un potentiel de maléficeur, enfin je sais pas comment ils le disent ça en anglais non plus, mais de... comment on dit ça en français? De sorcier maléfique. Ouais, maléfiqueur, je crois. Maléfiqueur. En particulier le moment... Maléficien, je crois. Maléficien, il me semble. Ouais. Parce qu'il y a un moment où il sous-entend un peu qu'il pourrait voler le mana de tout le monde. Enfin, je sais plus à quel moment il dit parce qu'en fait, quand il pompe dans la réserve à un moment, il avait vidé la réserve de New York, je crois, un truc comme ça. Là, il avait tout pris. Un truc énorme. Là, il y a un moment du coup, ils l'ont coupé pour plus qu'il... Ouais. Il y a un moment où il dit attention, parce que je pourrais voler le mana des gens. T'as le moment où il est à 2 doigts de tuer tout le monde aussi quand ils sont attaqués. Donc il a un potentiel assez sombre, le Orion, et donc je me suis demandé si ça pouvait pas être ça, si ça pouvait pas être qu'il a un terreau de c'est intéressant, potentiel.
En tout cas, il y a un truc qui est pas net, c'est sûr, parce que Ouais. je te dis pourquoi il arrive à... Parce qu'il arrive à faire avec les malais, c'est... Oui, bah il arrive à leur voler le mana, a priori il n'y a que lui qui arrive à Mhm. faire ça. Là va Ouais, puis il pratiquement l'évite, plus c'est y les avoir malais de l'évitent, malais. quoi, alors qu'ils veulent bouffer tous les autres Ouais. gamins. Là va pratiquement plus y avoir de malais, donc en plus qu'est-ce qu'il va faire pour avoir du mana? Mhm. Je Bah suis ouais. Des toujours pompes Pas mal de questions. comme elle. Voilà. Mais c'est ça, après, il y a un truc pas net entre lui et l'enclave. Parce que tu te dis, l'enclave de New York, en gros, il l'utilise complètement, quoi. Je me souviens comme la façon dont elle est choquée quand elle comprend qu'en gros, il leur déverse plein de mana. Et que lui, il lui coupe complètement les vivres, par contre, Ouais. quoi. Dès qu'il veut un peu de mana, il est obligé de demander. Mm. Puis est-ce qu'ils vont, s'il veut suivre Galadriel, de toute façon, déjà la fin du tome 2, on se demande déjà ce qui va lui arriver. Oui, est-ce qu'il sort? Moi je pense qu'il sort quand même, parce que... Ouais. Je sais pas. Puis comment New York réagirait s'il décidait de se barrer avec Galadriel, quoi. Enfin, Ouais. ça aussi, ça va créer des tensions Bah, ça va créer géopolitiques, des on va dire. tensions, ouais. Et effectivement, un autre truc que je me disais, c'est si, comme on disait là, si jamais, quand ils sortent, en fait, il y a une espèce de guerre entre enclaves, ou que c'est la panique et la cata, mine de rien, en fait, ils sortent tous aux quatre coins de la Terre, quoi. Il y a aussi ça, qui est que Ouais. avant de même se retrouver, s'ils veulent se retrouver, ça va pas forcément être évident. Ah bah là, tous les gamins Ils sont rentrent, renvoyés à leur point de départ, en fait. Donc, ouais. Donc ils vont être complètement dispatchés, quoi. Donc il y a tout ça, toutes ces questions-là. Et puis il reste encore toujours la fameuse prophétie de l'arrière-grand-mère. Ouais. Ouais. Et oui, la Est-ce prophétie de que- mamie aussi. Mais ouais. Super, Non, puis mamie. en plus, ça reste des enfants, c'est-à-dire ils sont livrés à... Bon, après, tu grandis vite quand tu vas dans cette école, hein, mais ils sont livrés à eux-mêmes et en fait, ils agissent plus ou moins comme des adultes parce que de toute façon, ils sont obligés d'être forts, ils sont obligés d'être responsables et ils sont obligés de se gérer. Mais ils sont dans un microcosme et quand ils vont rejoindre le monde des sorciers, c'est toujours que des gosses, quoi, à l'échelle des autres, de leur communauté, quoi. Donc leur voix va pas forcément méga peser dans la balance en plus. Bah, et surtout là, ils vont être dispersés, parce qu'autant dans l'école, Oui. il y avait quand même la force du groupe, Tous quoi. ensemble, ouais, ils vont être éclatés, quoi. Si là, ils sont tous un par un, est-ce qu'ils vont garder cette solidarité qui a quand même très bien fonctionné dans l'école, ce soutien général, ou est-ce que là, ils vont être complètement éclatés, et du coup, en fait, si leurs parents leur disent: «Ah, mais vous avez fait une bêtise, quelle idée de détruire l'école», ils vont dire: «Ah, c'est pas moi, c'est Galadriel». Ouais, c'est ça. Mais en plus, t'imagines, tu survis à tout comme ça pendant 18 ans, tu dois déployer plein de stratégies, et en gros, tu sors et t'es toujours qu'un gosse, tu sais. Ouais. Mais regarde, maintenant tu vas dans ta chambre, hein, c'est mignon, mais... Ouais. Oh non, il va dire watch me. Vous avez détruit les malais, vous avez... Moi, j'ai parti du principe qu'ils sortaient pas. Je ne Attends, sais tu pas penses qu'ils sortent pourquoi. pas? Vous êtes tellement sûr qu'ils sortent. Non, mais il y a... Attends, Pif, je veux pas pif, écorcher. Le Pif, oui, pifou. Pif Pif, qui dit Pif Pifou, trop mignon, qui dit que c'était pas clair pour lui. Moi, c'était pas clair non plus pour moi, hein, quand j'ai lu. Moi, c'est pas clair bon, du tout. Et même, en fait, je m'étais fait tout un film sur le tome 3 où elle partait le sauver. Alors, Ah oui, elle retourne et c'est dans pas le ça qui void. m'a passé les sorties. Moi, comme je suis une petite chose toute fleur bleue, j'attendais. Moi, je voulais lire la suite pour savoir ce qui se passait, quoi. Moi, C'est je suis quand même d'accord un que vieux c'est cliffhanger, hein. pas ultra sûr. Après, Ah ouais? moi, je veux croire en... Moi, je suis très optimiste. Je veux et croire très en naïf. l'amour. Je veux croire en la survie des personnages. Donc, je veux croire qu'il Tu veux sort. pas qu'elle parte le sauver? Bah, dans le void, je sais pas. Moi, je me suis plus... J'essaye de m'auto-convaincre en me disant... oui, pour la suite de l'histoire, ça serait plus intéressant qu'il soit pas mort, pour que cette prophétie... C'est quand le 3, du coup? C'est quand le truc sur le... En fait, c'est vous qui faites aussi le 3? Ouais, c'est fin août. Ouais. Avec qui? Pas Vous deux, avec fixé qui? encore. Nous deux et Nympha. Fin août à une date pas encore complètement Avec fixée. Nympha? Avec Nympha, ouais. Bien, un troisième qui change à chaque fois comme ça, ça apporte un nouveau point de vue. C'est ça, on aura fait Yoda et moi avec 3 invités différentes. Prodi, c'était chouette. C'est votre show maintenant, tu sais. Namande, Willa et Nympha.
Votre petit show. Voilà. C'est trop bien. Oui. Ghost. Aussi, il y a un moment que j'ai trouvé hyper cool. Enfin, hyper cool. Attention. Non, mais C'est c'est quand au ils moment meurent où elle tous. répare le. Quand C'est ils au moment meurent où elle tous. répare le gymnase. Oui, exactement. Ah oui, voilà, il c'est répare ça. le gymnase. Le moment où elle Ah, répare c'était le trop beau gymnase. ça. Ouais, c'était trop joli. Oui, voilà, et où en fait, on se rend compte que ce gymnase était fait pour avoir un certain décor extérieur qui oui. n'a jamais visiblement très bien marché, puisque cette école tombe en ruine quand même. C'est un peu. Et l'école du Et service que, en public. fait, Il y a plus de mais sous. vraiment, on aurait dit le gymnase de mon collège. Parce qu'en plus, on faisait de la corde aussi, là. Enfin bref, bon bref. Ouais, tu On s'en suspendu fout, là, c'est oui. Ok. Et donc elle répare le gymnase pour se sauver la vie. Enfin bref, c'est pas la question. Et en fait, elle le refait fonctionner, en fait, cette espèce de décor, de faux décor extérieur. Et en fait, au lieu d'être content, tout le monde est super traumatisé, en fait, de Ouais. revoir l'extérieur, quoi. À part les petits et qui là, sont tu- méga contents. Ah ouais, mais les petits, en fait, là. eux, Oh, ça ouais. faisait 3 mois qu'ils avaient plus vu l'extérieur, donc ils s'en foutaient de. Voilà, ça fait pas longtemps. Mais en fait, tu te dis, en fait, c'est vrai, quoi. Ça fait 4 ans qu'ils ont pas vu C'est l'extérieur. horrible. Vraiment Leur vie est l'extérieur, quoi. horrible. Ouais. C'était assez Et fort en Ouais, c'est fait, d'avoir pour te montrer le stress post-traumatique quand ils sortent, quoi. voilà, et ils sont traumatisés à cette idée, en fait, d'avoir cette espèce de décor extérieur. Ça leur fait plus de. Enfin, vraiment, ça les choque Ouais, et tout, plutôt que d'être contents. Parce que pour te dire, bon, ils pourraient être contents, en fait, quoi. C'est bon, ils ont. Mais je trouve que ça un rappelle bien décor l'ambiance quand extérieur. même. Mais non, en fait, le fait qu'elle ait réparé le gymnase, en fait, ça les. Ouais, Enfin, ça les voilà, affecte quoi. encore plus. En fait, ça Ok, leur rappelle ils qu'ils en sont sont là enfermés, quand quoi. même, quoi. Voilà, c'est. Trop triste. c'est Et ça nous rappelle à nous aussi par la même occasion, quoi. Oui, Parce exactement, qu'on quoi. commence à se dire, oh, mais, comme il y a moins de tension que voilà. dans le 1, au niveau de la gestion du temps et tout ce que disait Jean-Jean, là, ça rappelle quand même bien le. Ouais. Imaginez cette série écrite par Aurélie Wellenstein, quoi. Avec tout le potentiel pour développer les traumas des personnages. Et c'est très fun d'ailleurs de voir l'évolution de tous ces personnages au fur et à mesure de l'année et au fur et à mesure qu'ils ont un plan finalement en fait pour s'en sortir. Quand ils démarrent l'année, ils sont très enfermés finalement sur leurs propres alliances, et à vraiment essayer de trouver des alliances qui pourront leur convaincre et tout. Mais à partir de ce moment-là où en fait ils se décident vraiment à tous se sauver et surtout où ils se disent qu'ils peuvent y arriver, quoi, en fait, que vraiment ils vont y arriver, qu'il y a ce plan et tout, et où en fait ils redeviennent un peu des ados. Enfin, tu vois, Oui, c'est ça. ils recommencent à flirter dans les couloirs, des trucs comme ça, et tu te dis, ouais, en fait, ils sont mimes, quoi, voilà. Ouais. C'est des choses que visiblement ils ne faisaient jamais, Mais pas le vraiment temps, pas, de toute quoi. façon. D'abord pas le temps, et puis à l'espoir que ça continue finalement, quoi. Les relations amoureuses à l'intérieur un de peu dans le un l'école, de ça. finalement, à part la en mère disant de que Galadriel. c'est voué à la déception, ouais. Voilà, ils savent pas s'ils vont y survivre. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de se lancer dans quelque chose, machin, bon. Et là, en fait, ils redeviennent je crois, vraiment dans le 1, elle dit c'est des. une faiblesse. Voilà. Ouais. Exactement. Ouais, c'est chou, ça. Je crois que dans le 1, elle dit ça, Galadriel a dit en gros c'est une faiblesse de. C'est le coup c'est un coup c'est un mauvais investissement, quoi, de se mettre en couple avec quelqu'un, parce que ça vaut le coup d'être affaibli. Après, s'il arrive quelque chose, t'es encore plus vulnérable. Enfin, c'est intéressant aussi la façon dont c'est abordé. Et finalement, tu vois bien qu'au fur et à mesure, ils ont vraiment de l'espoir, finalement. Ils se disent qu'ils peuvent y arriver. Et c'est fun, finalement, de les voir redevenir des ados, quoi. Qui sont des ados, quoi. C'est comme ça qu'ils devraient être, quoi, de base. C'est pas des gamins surentraînés pour survivre à une remise de diplôme où la moitié des gens vont crever, quoi. Mais j'ai trouvé ça intéressant aussi le moment où ils se rendent compte qu'en fait, en s'aidant, mine de rien, enfin, en aidant les autres, ils s'aident eux-mêmes, et que, en fait, faire pas juste des alliances, mais essayer tous d'aider tout le monde, ça devient rentable et intéressant pour eux. J'ai trouvé ça, voilà. Moi, c'est. Mais après, je pense qu'ils doivent, de toute façon, c'est une espèce de conditionnement psychologique quand il y a le peu de chances qu'ils ont de sortir, quoi, à la base. Et je me dis, pour les parents, c'est horrible. Ils savent que quoi qu'il arrive, à 14 ans, leur gosse va se faire. Bon, effectivement, il y a moins de chances qu'ils y passent que dans le monde extérieur, mais tu te dis, ton gosse va te faire aspirer, tu vas plus le revoir pendant 4 ans, je crois. Ouais.
Et tu sais Et tu pas, sais même pas s'il sort à la fin. pendant Et 4 ils ans, sont tu sais hyper peu pas à si ça, sortir en si ça plus, se trouve, quoi. il est mort le premier jour, quoi. T'es pas au C'est courant. ça. Ça C'est fait 4 horrible. ans qu'il est mort Ils et sont t'es pas au hyper peu à courant. sortir. Tu sais pas avant un an déjà, si t'arrives à Mm. faire passer le message, quoi. Ouais. Et t'es pas sûr de le récupérer. C'est affreux, en fait, si tu... Ils s'appesantissent pas trop dessus, mais... C'est quand même... Alors, s'il est pas enclavé, il a encore moins de chances de sortir. Mais comme ça marche comme ça depuis toujours, je pense qu'il y a une sorte de conditionnement aussi... de conditionnement et que finalement, ils avaient pas songé à faire différemment, mais jusqu'à ce que l'école ait l'idée, là, d'aspirer les malais Ouais. aussi, et de... C'est l'espèce de fatalisme, quoi. Enfin, c'est... Non, vraiment, il y aurait du potentiel pour une réécriture par Aurélie Wellenstein, quoi. Moi, Faut que vous vouliez en je parliez veux pas quand que vous ça l'avez soit lu. encore plus dark que ça. Non, non, ça me va, ça. Ça 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 reste, va, ça reste, mais c'est bien aussi que ce soit pas non plus. Ça pourrait être un truc encore plus atroce, quoi. Oui, parce que Wallenstein elle va aller faire se manger les uns les autres. Oui, c'est Enfin, ça. ça va être Mais elle tuerait horrible. pas les souris, par contre. Non, elles seront mangées le premier jour, les souris. Hein. Du coup, vu qu'on parlait de la gym, là, moi ma scène préf, j'ai décidé qu'on était passé aux scènes Ah oui, c'est préf. une préf. C'est aussi dans C'est le, très chaotique. c'est aussi On me dit, dans le gymnase, je pense, ma scène préf. Moi, c'est le moment, et c'est un peu lié à Liesel en fait, c'est le moment où ils se font attaquer par surprise et où là, t'as toutes les alliances, toutes leurs alliances qui pop parce qu'en fait, ils ont mis un espèce de mécanisme de un sortilège qui fait que quand ils sont en danger, donc quand Galadriel est en Mm. danger, eux, ils ont leur espèce de Yanker là qui les rapatrie directement. Et j'ai trouvé ça assez stylé, ce moment où genre Galadriel se fait attaquer un peu par surprise par les Shanghaïens là, Shanghaïens, je sais pas. Et que là, t'as toutes ces alliances, tous ces potes, ou même pas tout à fait potes, parce qu'il n'y a pas ces vrais potes, Mm. qui se ramènent pour la défendre, en fait. J'ai Non, trouvé moi, je ça, trouve ça trop cool aussi. ouais, j'ai trouvé ça trop Mm. cool comme moment de, ouais, bah, pareil, de soutien, alors c'est très intéressé, hein, probablement que en fait, c'est des gens qui se disent, bah, si elle meurt, on est dans la merde, donc on va aller la Mm. protéger. Mais ça faisait une très belle scène, j'ai trouvé. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé celle-là. Je trouvais ça très cool. Et avec le truc qui dégénère derrière où tout le monde se tape dessus et où elle dit bah écoutez, je vais faire un début de volcan pour vous calmer la gueule. Oui, c'est ça, en toute simplicité. Voilà. Je vais faire un volcan. Voilà, est-ce que vous avez d'autres scènes bref? Moi, j'essaie de réfléchir, mais je pense que ce serait les mêmes que les vôtres. Moi j'en ai une autre sinon. Voilà. Ah, vas-y, Jean-Jean. Moi Vas-y, j'ai beaucoup continue. aimé, c'est plus sur le fonctionnement de l'école, mais cette scène assez au tout début où elle fait son planning, enfin où elle fait son emploi du temps. Elle est donc dans son espèce de petite salle paumée là-haut dans la bibliothèque et elle récupère l'emploi du temps. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un moment où on te donne un peu des petites billes de compréhension de comment fonctionne Mm. l'école et où elle te dit bon bah alors là j'ai ce cours et j'ai ce cours et donc ça c'est la dèche parce que ça c'est un enfer parce que ça, et elle t'explique toutes les raisons pour lesquelles tout est compliqué et tout est toujours un enfer et tous les petits détails auxquels il faut tout le temps faire attention. Et j'ai trouvé qu'en fait en un petit passage comme ça, on en apprenait vachement sur le fonctionnement de l'école et c'était encore le moment où elle devait lutter pour que ça se passe bien. Et ça m'a rappelé voilà tout ce que j'aimais beaucoup en fait dans le tome 1, les moments où elle t'expliquait oui alors donc quand tu vas à la cantine il faut que tu arrives dans le deuxième tiers parce que pour Mm. les œufs brouillés alors il faut regarder ça, mais pour les saucisses il faut ça. Et tu sais tous ces petits détails très concrets que j'ai beaucoup aimé, qui font une force du livre je trouve. Voilà, c'était mon autre scène Ouais, bref. moi, j'aimais bien ça aussi, ouais. Tous les petits passages sur l'école. C'est tellement bien trouvé que c'est toujours chouette d'avoir des détails comme ça Mm. sur le fonctionnement. Ouais, C'est vrai qu'il y en avait surtout l'école plusieurs, lui. est assez compliquée à comprendre de base à Z, de base de vraiment comprendre pourquoi elle existe, comment elle fonctionne, des choses comme ça. De toute manière,
Sans vouloir, je pense qu'il y a quand même des moments où les élèves eux-mêmes se demandent comment elle fonctionne vraiment, quoi. Mais bon, Mais ils y c'est croient très, et donc c'est très bon. chouette, Ils y croient exactement, voilà. Et tout ce qu'on apprend sur elle est vraiment toujours très chouette. Mmh. Ouais. Moi, j'aime l'école. C'est Voilà. mes personnages À pro- préférés. Ouais. De Dieu. Voilà. Bah, à propos d'y croire ou pas, ça me rappelle un passage du tome 1, parce que du coup j'ai relu avant le live, sur la question d'y croire, ça c'était très chouette. Et quand Galadriel déjà essaie de faire de la magie devant les hippies là, du campement de sa mère, et où il la croit jamais, en gros ils disent « Oh, la drogue était un peu forte hier soir », quand elle essaie de faire ses démos. Et le passage, ça c'est un détail, hein, mais le passage très très rigolo, où elle va à l'école avec les communs, du coup, donc avec les enfants qui n'ont pas de pouvoir, parce que c'est comme eux, ils croient pas à la magie, en fait, ça protège dans une certaine mesure des malais, qui n'ont pas de prise du coup sur eux, et que la maîtresse d'école, à un moment, il y a un malais qui rentre dans la classe, et elle est tellement persuadée que c'est un rat qu'elle l'éclate devant Galadriel, alors qu'en fait c'est une créature genre que Galadriel aurait jamais pu tuer. Et j'avais trouvé ça assez rigolo comme illustration de cette idée que la magie ça marche. Enfin, la question de l'intention que tu mets et du fait d'y croire ou pas. Oui. Voilà, c'était un détail, mais j'avais trouvé ça parce que finalement c'est beaucoup de petits détails qui. Ouais. Moi, je pense que c'est même la base de tout leur truc, en fait. Oui, mais l'exemple de la maîtresse d'école qui écrase le malais, ça c'est un détail, mais et je trouve qu'elle glisse plein de petites touches comme ça qui font que ça vient consolider son postulat de départ et ça fonctionne hyper bien, mais ça donne une teneur, ça donne de l'épaisseur, quoi. De dire, les petites anecdotes comme ça sur les personnages ou sur le fonctionnement, c'est chouette aussi, ces petits détails-là. Oui, ça fait un livre qui fonctionne bien, en fait, au final. Ouais, ça se tient bien. C'est vrai que tu cherches, du coup, tu cherches la faille, en fait. Parce que là, à l'école, tu pourrais dire, ok, ils ont calé tous les gamins dans une école, pourquoi ils ont... Et en fait, si on vient t'expliquer que c'était la seule solution à ce moment-là. Et enfin, voilà, j'ai pas pour l'instant réussi à trouver de gros trucs en me disant, mais attends, si ça marche comme ça, c'est pas logique par rapport à tel autre truc. Ça tient plutôt bien la route, quoi. Oui, parfois il faut relire l'explication 2 fois et réfléchir un peu, te dire alors attends quoi mais en général ça marche, ouais. Est-ce que vous avez d'autres sujets qu'on n'a pas encore abordés? On a parlé des personnages, des scènes. J'ai un autre personnage que j'aime bien Alfie, vraiment personnage ultra secondaire. Ah oui, il est très flegmatique. Moi, le cliché de l'anglais, moi je l'aime bien aussi, Ouais. lui. Il est très toujours hyper poli. très sympa, ouais. Alors Galadriel le bâche tout le temps quand même parce qu'elle peut pas penser que quelqu'un d'une enclave soit sympa et voire trouver que en fait c'est trop facile d'être sympa pour quelqu'un d'une enclave, ce qui est pas complètement faux et qu'à voilà, socialement c'est très intéressant de toute façon ces réflexions sur les gens des enclaves, mais je trouvais que lui était quand même très sympathique et très volontaire même dans leur démarche d'essayer de faire sortir tout le monde, tu vois. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs la scène à la fin, donc quand à la fin ils font leur file pour sortir, et le moment où lui, de lui-même et avec ses potes, ils vont sortir de la file pour aller faire sa bulle de protection là autour des enfants et dire ok je sortirai plus tard, c'est pas grave, mais là il prend des initiatives quand même pour aider le plan plutôt que juste dire ok je fais ce qu'on m'a demandé et qu'on me laisse tranquille, quoi. Ouais, c'est cool ça. D'ailleurs, le côté international de l'école est chouette aussi. Que ce soit vraiment des enfants, ça participe aux problématiques la géopolitique du bouquin, mais qui est vraiment des enfants de... Parce que souvent, bon après on a un peu toute la référence école de magie, forcément on a la référence de Harry Potter, mais c'était très cool voilà, que ce soit comme ça. Et puis du coup c'est polyglotte, c'est multiculturel, ils étudient plein de langues différentes. Parce que déjà la magie existe à travers plein de langues différentes. Enfin ça j'avais trouvé ça très cool aussi. Ouais. Et avec les stéréotypes, et ça joue un peu aussi sur les stéréotypes, genre lui l'anglais très flegmatique, là où les Américains ils vont être plus moins subtils et
et avoir ce côté plus ambitieux, à vouloir tout maîtriser. Et du coup, t'as les enclaves aussi qui s'opposent les unes les autres, genre comme New York et Shanghai. Enfin, je trouvais que c'était chouette aussi, ça. Oui, et les avoir tous là et quand même qui cohabitent et qui coopèrent. Et du coup, d'autant plus, moi, c'est un des trucs, du coup, sur lesquels je me pose des questions, c'est effectivement quel impact ça va avoir que dans le tome 3, ils soient de nouveau tous dispersés. Ouais. Est-ce qu'ils repartent de zéro? Est-ce que ça va jouer? Est-ce que ça va avoir un rôle, du coup, que ce soit lié à l'intérieur sur la dynamique géopolitique globale? Oui, est-ce qu'ils vont recréer des liens? En fait, ça va beaucoup dépendre de quel est quel est l'élément perturbateur en quelque sorte. C'est-à-dire quelle est la Ouais. situation à l'extérieur et quels vont être les enjeux. Est-ce que c'est juste elle va sortir? Parce que moi j'étais assez prêt jusque-là, avant ce Twitch, à me dire bah elle va sortir et puis elle va aller faire ses petites enclaves et puis bon, il y a peut-être des gens qui vont être pas trop d'accord et puis il y en a qui vont vouloir lui acheter son truc et puis il y en a qui vont pas vouloir lui acheter son truc. J'étais sur ce genre d'enjeu moi dans, dans ma visualisation du tome 3. Je sais pas à quel point j'ai tort et à quel point il y a des enjeux beaucoup plus globaux et géopolitiques. Mais c'est assez intriguant du coup. C'est assez marrant, je trouve, parce qu'on est un peu comme eux. C'est-à-dire qu'on sait tellement pas la situation extérieure que c'est très très Ouais, c'est dur vrai. de se projeter sur le tome 3. On a vraiment très très peu de pistes. Ils avaient quand même. Oui, l'impact, c'est qu'il fallait qu'ils survivent aussi, quoi. Donc l'extérieur, au bout d'un moment, c'était un peu le dernier de leurs soucis. Et finalement, moi, c'est un peu au moment où. Ça, je me dis, mais finalement, Shanghai, Bangkok, je sais plus laquelle des deux, de toute manière. Au fait, c'est peut-être potentiellement un petit peu désordre dehors, quoi, du coup. Ouais, non, mais t'as raison. Donc c'est très intriguant. Bah, on vous racontera ça fin août, en tout cas. Oui, maintenant j'ai super hâte de lire la suite. Moi aussi, mais en même temps, je me dis, je vais quand même attendre. Ça motive en général peu, les Twitch. Parce que si moi, je pense que je vais la finir finir pour. Je pense que je vais finir mon tome 3, moi. Enfin, du coup, faut que je reprenne depuis le début, mais. Parce que j'ai tout oublié, évidemment, mais. Tu pourras pour venir nous regarder fin août. Oui, ça motive comme ça, des fois, tu dire. Ouais. Bah voilà, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou si on conclut là. Oh, mais je pense qu'on a fait on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé, malgré ce début chaotique. Et ben en tout cas, on vous remercie de nous avoir regardés, si vous êtes encore là, si vous existez. Et on vous donne rendez-vous du coup fin août pour le tome 3, le début du tome 3. Donc j'espère qu'on aimera tout autant et que vous aussi. Et puis bah évidemment encore tous les mardis pour House of the Dragon. Et puis bah voilà, Yoda, Willa, merci d'avoir discuté comme ça avec nous. Merci à tous les deux. Merci, faut dire qu'il y a des gens qui y croire comme dans la magie. Voilà, merci à tous les gens qui nous regardent. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre, de commenter, de venir nous dire sur le forum si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit ou au contraire si vous êtes d'accord ou si on a oublié des choses, si on a oublié votre personnage principal parce que c'était pas Precious mais c'était l'autre souris. N'hésitez pas. Et dites-nous tout ça et puis on se revoit en août. Oui, au revoir. À bientôt. Salut, bonne soirée.